Allez, c'est tout bon. Je t'ai mis animateur, tu peux partager ton document, ok? Allez, bon courage à tous, bon cours. Yep. Hop. On va attendre encore quelques minutes que les autres arrivent et après on commence. Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours sur l'UE1, sur le premier cours d'atome. Et après, si on a le temps, on va essayer de voir le cours du E5, donc anatomie sur membre thoracique. Alors, juste, je mets ça là. Hop. Est-ce que déjà vous avez eu le temps de voir le premier cours d'atome ou c'est la première fois que vous le voyez avec moi? Non, on l'a vu la semaine dernière. Mais genre tout seul. Mais sans visionner rien. Ok, donc si Dan il vous a envoyé le cours, vous avez dit regardez-le, ça? Ouais, c'est ça, ils nous ont envoyé une visio qui s'avait enregistrée. Ah, ok. Ça va. Et vous avez vu jusqu'à la fin du cours ou la visio elle s'est arrêtée un peu avant? Je crois jusqu'à la fin. Ouais, non, on a fait le QCM et tout. Ok, parfait. Bah d'accord. Bah là, ce que je comptais faire, du coup, c'est que je vous donne, on va faire des QCM ensemble. Franchement, les QCM sont très faciles. Et si vous avez des questions, on retourne sur le cours. Donc on va voir. Ou alors, dites-moi, soit prenez la parole, soit envoyez un message. S'il y en a qui n'ont pas vu le cours, on fait vite un rappel du cours. Et dans le QCM, j'essaie de mettre vraiment les notions les plus importantes. Moi, j'ai pas trop. Attends, je vois pas. Moi, j'ai pas trop compris. Ok. Bon, je pense qu'on va revoir le cours rapidement alors. Ok. Bon, même ceux qui n'ont pas vu, vous inquiétez pas, hein. De toute façon, tous les items là, je vais les expliquer. Et on peut. Rappel général. Ok, bon, on va faire un rappel général du coup. Alors, c'est bon. Vous voyez le cours là, c'est bon? Ouais, ouais. Oui. Ouais, parfait. Ok. Donc, et on voit. Ok, c'est bon. Ok, donc là, c'est le premier cours. 2 secondes. Premier cours du 1. Donc, le 1, c'est un peu toute la partie biochimique que vous allez voir en première année médecine. Là, c'est le premier cours sur l'atome. Il y a plusieurs modules qu'on va voir au fur et à mesure de l'année. Là, les premiers cours de cette matière, franchement, c'est des cours à plutôt apprendre par cœur. Il y a plein de formules à apprendre, plein de chiffres. Donc après, vous allez voir, dans cette matière, vous allez avoir l'anatomie qui est plus à comprendre. L'UE3, c'est un peu la physique. Donc plus à comprendre aussi. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment du par cœur et des phrases à ressortir. Les premiers cours aussi en QCM, donc je vous parle du concours, là, ils sont pas très compliqués. Donc j'ai essayé de faire à peu près la même chose. Alors, c'est bon, personne n'est arrivé. Est-ce que déjà vous avez des questions avant qu'on commence? Ok, très bien. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on lit le cours ensemble. Et dès que vous avez des questions, vous m'arrêtez, j'essaie d'expliquer en même temps. Donc, l'atome, les constituants de la matière. La matière est composée de plusieurs niveaux d'organisation, classés par dimension, décroissante
et énergie de dissociation croissante. Donc là, par exemple, on peut vous poser cette question, enfin cet item en QCM, et pour vous piéger, on peut vous mettre la matière est composée d'un seul niveau d'organisation, par exemple, classé par dimension décroissante et énergie de dissociation croissante. Donc si là en QCM il y a marqué un seul niveau, c'est faux, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs niveaux d'organisation. Donc dans cette phrase, on peut aussi vous piéger en disant classé par dimension croissante et énergie de dissociation décroissante. Voilà. Les QCM, ça peut être ça. Donc, vraiment, on peut vous piéger de partout. Donc, le top, c'est que pour les phrases assez simples comme ça, vous les apprenez par cœur. Mais dès qu'il faut comprendre, je vais vous le dire, là, le top, c'est de comprendre, au moment où vous ne vous trompez plus. Donc, là, on va avoir plusieurs éléments dans la première partie. Donc, c'est vraiment des éléments à apprendre par cœur. On va voir, dans un premier temps, les cristaux et les molécules. Ensuite, les atomes, les noyaux, les hadrons, les mésons, les baryons et leptons et quarks. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, les cristaux et les molécules, de dimension variable avec une énergie de l'utilisation de 1 électron-volt. Ils sont formés d'atomes. Donc en fait, là, on va nous parler d'éléments des plus gros aux plus petits. Donc les éléments les plus gros sur Terre, ça va être les cristaux et les molécules. Les cristaux, notamment, on peut le voir à l'œil nu, donc macroscopique. Et bon, les molécules, c'est beaucoup plus petit. Et en fait, à chaque fois, on va nous donner les éléments. Donc là, du plus gros au plus petit. Donc atome, c'est plus petit. Noyau, c'est encore plus petit que les atomes. Et hadron, encore plus petit que les noyaux, etc. Et en fait, on va nous donner une énergie qui va nous permettre en fait de séparer les cristaux et les molécules. Donc là, l'énergie qu'il va falloir pour casser un cristaux en deux, en fait, ça va être 1 électron-volt. On appelle ça l'énergie de dissociation. Donc là, donc pour les cristaux et les molécules, donc c'est le plus gros, 1 électron-volt. On dit qu'ils sont formés d'atomes. Donc plusieurs atomes vont former soit des cristaux, soit des molécules. OK? Ensuite, on va voir les atomes. Les atomes, là, ils mesurent 10 puissance moins 10 mètres avec une énergie de dissociation 10 à 10 puissance 4 électron-volts. Donc, bon, là, pour les cristaux et les molécules, on ne donne pas la dimension parce qu'en fait, ça peut être énorme. On peut avoir des cristaux très grands, des cristaux très petits. Donc, en fait, si c'est trop varié, donc c'est pour ça qu'on ne donne pas de diamètre. Alors que pour les atomes, c'est toujours pareil. Un atome fait environ 10 puissance moins 10 mètres. Donc là, ce qui est entre parenthèses à apprendre. Donc les atomes qui constituent du coup les cristaux et les molécules font 10 puissance moins 10 mètres. Mais par contre, vu que les atomes c'est plus petit, pour séparer des atomes, ça va être beaucoup plus dur que pour séparer des cristaux. Tout à l'heure, on a dit que pour les cristaux, pour les séparer, il faut 1 électron-volt, donc c'est de l'énergie. Là, pour les atomes, il faut beaucoup plus d'énergie, donc il faut 10 à 10 puissance 4 électron-volts. OK? Et après, on nous dit que les atomes sont formés de noyaux et d'un cortège électronique. Donc le cortège électronique, ça va être les électrons. Pareil. Ensuite, les noyaux. Donc les noyaux, c'est plus petit, plusieurs noyaux forment. Non, pardon. Les noyaux, c'est plus petit que les atomes. Là, on nous dit que c'est 10 puissance moins 15 mètres. Donc on voit bien que c'est plus petit parce que les atomes, c'était 10 puissance moins 10 mètres. Pareil, l'énergie de dissociation, donc pour les séparer, vu que le noyau il est plus petit, il faut une plus grosse énergie. Donc là, cette fois-ci, c'est 10 puissance 6 électron-volts. Donc on voit bien qu'en fait, à chaque fois, on grossit. Au début, l'énergie de dissociation, c'était 1 électron-volt. Ensuite, on passe de 10 à 10 puissance 4. Ensuite, on passe à 10 puissance 6 électron-volts. Et comme d'hab, les noyaux sont formés de nucléons. Donc les nucléons, c'est quoi? C'est des protons et des neutrons. Ça va pour l'instant ou pas? Donc voilà, ça c'est un peu du par cœur. Donc ce qui est important, c'est vraiment de regarder l'enchaînement. Aussi les dimensions. Donc les dimensions de cristaux et molécules, bah, c'est variable comme je vous ai dit. D'atomes, c'est puissance moins 10 mètres. Noyau puissance moins 15 mètres. Et après, l'énergie de dissociation va varier aussi. Ce qui est important aussi, c'est l'unité en électron-volt. Donc en QCM, on peut vous piéger en disant les cristaux et molécules de dimension variable avec une énergie de dissociation de 1 volt, par exemple. C'est faux, c'est vraiment électron-volt l'unité. Donc les noyaux, c'est bon. Les hadrons, cette fois-ci. Donc disperse moins 15 mètres. Donc en fait, à chaque fois, on réduit. Sauf pour les noyaux et les hadrons, on voit bien qu'en fait, c'est la même dimension. Par contre, l'énergie de dissociation pour les hadrons est beaucoup plus grande que les noyaux. Donc on va avoir 10 puissance 9 électron-volts. On va avoir deux types d'hadrons. On va avoir les mésons et les baryons. Les mésons, ils sont formés des deux quarks et les baryons sont formés des trois quarks. Les quarks, c'est des trucs encore plus petits, on verra après ce que c'est. L'angstrom, c'est le nom donné aux éléments de 10 puissance moins 10 mètres. Exactement.
L'angstrom, j'ai pas dit ça, pardon, entre parenthèses, mais angstrom, c'est en fait à peu près la mesure de l'atome, le diamètre. Donc, c'est ça. En QCM, vous mettre les noyaux, pardon, les atomes ont un diamètre de 1 angstrom, par exemple. C'est vrai. C'est une unité qui correspond à 10 puissance moins 10 mètres. On peut vous mettre aussi les noyaux correspondent à 1 angstrom. C'est faux. Donc, c'est bien, c'est uniquement que les atomes. C'est tout ce qui est à 10 puissance moins 10 mètres, sauf que là, il y a uniquement les atomes, c'est à 10 puissance moins 10. Alors qu'on a dit que les noyaux et les hadrons, c'est les deux, c'est 10 puissance moins 15 mètres. OK? Donc, maison, on a dit que c'est formé les deux quarks. Baryon de 3 quarks. Dans les baryons, on va retrouver des protons et des neutrons. Donc, juste, hyper important, 2 quarks pour les mésons. Ici, hop. Et 3 pour les baryons. Ça, il n'y a rien à comprendre, c'est vraiment à apprendre par cœur. Donc, ce qu'on vous conseille en première année de médecine, c'est en fait de faire des phrases mnémotechniques. Parce que là, vous allez le lire. Dès que vous allez vous tomber sur un QCM, on va vous dire les baryons sont formés de 2 quarks et les mésons de 3 quarks. Si on s'arrête là dans le cours, c'est facile. Mais quand on va continuer tous les cours, enfin tout le cours, ça va être beaucoup plus long, donc vous allez pouvoir l'oublier. Et après, quand les cours vont s'enchaîner, quand vous allez avoir 2-3 cours, ça va être encore plus dur. Et après, quand vous allez avoir par exemple 50 cours en plein milieu du quad, ce cours-là, ça va faire par exemple 3 mois que vous ne l'avez pas vu, ça va être compliqué. Donc le top, c'est de faire des phrases mnémotechniques. Donc par exemple là, vous la marquez en dessous pour retenir que 2 quarts, c'est 2 maisons. Pardon. 2 quarts, c'est maison et 3 quarts, c'est baryons. Attendez. Hop, ça bug un peu. Ok, les KO. Bon, j'écris pas, ça marche pas. Ah, c'est bon. Pour retenir, par exemple, j'ai deux maisons et trois avec qui commence par un B et trois bateaux, par exemple. Ok? Donc là, cette phrase, elle n'a aucun rapport, elle va pas du tout tomber. C'est juste un moyen mémotechnique pour se rappeler que c'est vraiment deux pour les maisons et trois pour les quartz. En QCM, dès que vous tombez sur ça, vous vous rappelez que vous avez deux maisons et trois bateaux. Ou alors, à la place de maison, vous marquez autre chose avec un M. Ou à la place de bateau, bah, pareil. Euh, mais il faut que ça commence par B et par M. Donc ça, vous allez le faire énormément, vous allez voir en première médecine, parce que pour le truc à apprendre par cœur, en fait, vous allez essayer de trouver des moyens pour les apprendre. Et une tutrice qui m'a dit que maison, c'est 2 syllabes et baron, c'est 3 syllabes. Ah bah très bien aussi. Ouais, vous pouvez aussi retenir comme ça. Moi, j'ai voulu faire avec les premières lettres, mais ouais, c'est ça. Merci. Bah, 2 quarts, vu que c'est deux, c'est maison, et 3 quarts, c'est baryon. Euh, Ouais, si tu veux. Baryon. Bon, ça c'est comme vous voulez. Ensuite, les particules élémentaires ou fermions. Donc là, on voit qu'en fait, on réduit encore plus. Les hadrons, on était à 10 puissance moins 15 mètres. Là, on descend à 10 puissance moins 18. OK? On va avoir en particules élémentaires deux éléments, les leptons et les quarks. Donc les quarks, en fait, c'est très petit. Et tout à l'heure, on a vu que les quarks forment les mésons et les baryons. OK? Donc en fait, à chaque fois, tout se relie dans cette page. Donc les leptons, dans les leptons, il y a les électrons, les neutrinos électroniques, les muons. Ça, bah, les électrons, on verra après ce que c'est. Neutrinos électroniques et muons, c'est pas décrit. Donc en fait, juste on l'apprend, mais si vous voulez savoir ce que c'est pas la peine. Et les quarks, il y a 6 différents types de quarks. Ce sont les plus petites particules connues. Pareil, les 6 différents types de quarks, on ne le dit pas. Donc pas besoin d'aller chercher sur Internet ou quoi. En fait, tout ce qui n'est pas dans le cours ne tombera pas au concours. Donc, par exemple, les millions, si vous ne savez pas ce que c'est pas la peine d'aller faire une recherche à côté, en plus de perdre du temps, sachant que ça ne va pas du tout tomber au concours. Ce qui peut tomber sur le million, par exemple, c'est les leptons sont constitués d'électrons, de muons et de neutrinos électroniques. C'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on sait ce que c'est des millions, par exemple, ok? Après, si vous, pour les années prochaines, si vous passez, peu importe la filière, dentaire, kiné, pharmacie, médecine, peu importe, vous allez peut-être apprendre ce que c'est ça, quoique peut-être en pharmacie, mais pas la peine de faire des recherches en plus. Ok, donc c'est bon pour la première page. Donc voilà, c'est vraiment du par cœur. Après,
ce que vous pouvez faire aussi pour annoter, par exemple, vous pouvez faire des petits trucs comme ça. Ça peut vous aider. Non, ça écrit pas là. Désolé, je peux pas. Ah, c'est bon. Ok. Donc les cristaux et les molécules, on a vu que c'était plus grand que les atomes. Hop. Les atomes, c'est encore plus grand que les noyaux. Et après, pareil, les hadrons. Ok, non, c'est la même taille. Par contre, les hadrons, il y a deux types d'hadrons. Donc il y a les mésos et les baryons. Donc, voilà, vous pouvez annoter comme vous voulez pour que ce soit plus clair pour vous. En fait, le but, c'est que au début, il y avait une page vierge, mais en fait, il n'y a rien de souligné, vous ne comprenez pas ce qu'il y a. Et après, en fait, grâce au fait de souligner, en fait, là, je l'ai fait sans faire exprès, mais quand j'ai souligné à chaque fois, c'est au moment, dès que je retourne sur la page, c'est beaucoup plus simple. Ça, directement, je vois que les cristaux, les molécules, les atomes, noyaux, en fait, les plus grandes parties. Ce que je pourrais faire aussi, c'est que, par exemple, les énergies de dissociation, je pourrais les mettre en bleu. Moi, je me fais un code couleur. Hop, pareil ici. Pareil hop, pour les noyaux. Après, vous avez compris. Ça pour le reste. Et ensuite, en vert, je pouvais mettre par exemple les dimensions. Donc, cristaux et molécules, c'est dimension variable. Les atomes, c'est 10 puissance moins 10 mètres ou un angstrom. Bon, c'est pas fou de surligner sur l'ordi, mais en papier, c'est mieux. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Donc, le but aussi, c'est de vous faire un code couleur. Au moins, dès que vous revoyez le cours le lendemain ou dans l'après-midi ou quoi, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas à chaque fois à redéchiffrer. C'est très clair. Là, en vert, c'est toutes les dimensions. En jaune, c'est les éléments. Et en bleu, c'est les énergies. OK? Donc, pareil pour toute la page. Ensuite, donc là, un petit tableau, les différentes interactions, donc les forces qui assurent la cohésion de la matière sont. Donc, pareil, ce tableau, il l'apprend par cœur. Il n'y a pas forcément grand-chose à comprendre dedans. Juste, en fait, comment on le lit. On va faire quelques exemples. Donc, là, c'est les forces. Donc, il y a la force gravitationnelle, il y a la force électromagnétique, on a la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. OK? Pour la gravitationnelle, les particules et les vecteurs, c'est avec les gravitons. OK? Donc, gravitationnel, graviton, c'est un peu la même chose, c'est simple. Électromagnétique, photon. Donc, magnétique fait penser à la lumière. Donc, photon, c'est la lumière. Nucléaire faible, boson. Nucléaire fort, gluon. Nucléaire faible, boson, je pense que si vous avez un moyen mnémotechnique, dites-le, mais moi, je n'ai pas trouvé. Nucléaire forte, gluon, bon, on pense à la glu. La glu, ça colle, donc nucléaire forte. OK? Donc là, vous pouvez marquer par exemple entre parenthèses glu. C'est un truc qui ne tombera jamais encore une fois, mais c'est un moyen mnémotechnique. Comment en QCM, dès que vous avez par exemple euh, la particule, par exemple, des nucléaires faibles et le gluon, bah, vous savez que gluon, ça colle, c'est fort, donc du coup, c'est nucléaire forte, OK? Et après, pareil, donc la force gravitationnelle, elle agit sur toutes les particules, elle a une portée infinie et une importance relative de 10 puissance moins 40, OK? La même. Boson, bouse, faible, c'est dans la vidéo d'une tutrice. Ah bah très bien, OK. Bah, vous pouvez les marquer entre parenthèses, parfait. Merci. Voilà. Après, là, ce qui est important, par exemple, à regarder, c'est que la portée de la force gravitationnelle et de la force électromagnétique, elle est infinie. OK? Donc là, il y a un petit point commun entre les deux. Et à côté, pareil, la portée en fait, des deux nucléaires est de 10 puissance moins 15 mètres. Donc, la force nucléaire forte, donc celle-là, on a dit, et l'interaction qui a la plus forte intensité, donc là, on le voit bien, c'est 1. Elle est 10 puissance 40 fois plus forte que la force gravitationnelle. Bon, ça en fait, ils ont décrit un peu le tableau, ils ont pu faire ça pour toutes les cases. Mais là, on voit bien que pour l'importance relative de la nucléaire forte, elle est de 1. Et vu que la gravitationnelle est de 10 puissance moins 40, bah, en fait, la nucléaire forte, elle est 10 puissance 40 fois plus forte que la gravitationnelle. Et pas moins 40 fois. Bon, ça c'est bon. Ok. Bon, ça c'était franchement pour la partie par cœur où il y a un peu rien à comprendre. Ça, vous l'avez sûrement vu la suite en chimie ou en physique, que ce soit en première ou même en terminale ou même plus bas. Dans la structure de l'atome. L'atome est formé d'une partie centrale, le noyau est entouré d'une partie périphérique, le cortège des électrons. Donc cortège des électrons, c'est pareil que cortège électronique.
Donc en QCM, on peut soit vous poser cette question avec cortège des électrons, soit cortège électronique. S'il y a des questions, arrêtez-moi, hein. Et l'ensemble supposé sphérique a un rayon de 10 puissance moins 10 mètres, qui équivaut à un angstrom. Là, en fait, ce qu'on nous fait, c'est qu'on nous détaille l'atome. Dans l'atome, on nous reparle du rayon de l'atome qui est 10 puissance moins 10 mètres, mais nous, en fait, on l'a déjà vu plus haut. Là, atome, 10 puissance moins 10 mètres. OK? Donc, c'est un petit rappel. Là, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez remettre le code couleur de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a mis pour les rayons verts. Donc là, hop, pour ça, vous repassez en vert. Le noyau est constitué de nucléons. Donc, nucléon correspond aux neutrons et aux protons. Si vous voulez, je montre comment on peut souligner. Donc, nucléon. Voilà, ça, c'est les mots les plus importants de la phrase. Donc, dans le noyau, on a nucléon. Dans le nucléon, on a neutrons et protons. Les protons portent des charges positives, tandis que le neutron des charges neutres. Donc, proton, positive, neutron, neutre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que pour les éléments, on les met en chaîne comme ça. Et pour les charges, on va les mettre en violet, par exemple. OK? Continue. Le nuage, donc le cortège électronique. Donc là, du coup, on a plusieurs synonymes. On sait que le cortège des électrons, ça correspond au cortège électronique. Et que le cortège des électrons, on peut aussi parler de nuage des électrons. Bon, pour l'instant, c'est simple parce que c'est logique, cortège électronique, nuage électronique. Mais après, en fait, il va y avoir des cours en U1 où ça va pas être des mots aussi simples que vous connaissez. Donc, c'est pour ça que c'est important à chaque fois de refaire les liens entre tous les synonymes qu'on nous a donnés. Limite, à côté, vous pouvez marquer, vous pouvez faire un petit récap là, sur le cours avec tous les synonymes qu'on a dit. Donc, le nuage électronique autour du noyau est constitué donc, du coup d'électrons dont la charge est égale mais de signes opposés à celle des protons, assurant l'électroneutralité de l'atome. Donc, un atome, c'est neutre, alors qu'un ion, par exemple, c'est pas neutre. Comment un atome s'appelle neutre? En fait, là, on nous dit qu'un électron, c'est une charge négative et un proton, une charge positive. Sauf qu'en fait, l'électron et les protons ont la même charge mais ne sens opposés. Donc, en fait, c'est pour ça que vraiment l'atome est neutre. Le nombre de protons, donc, qui correspond à Z au sein du noyau, caractérise un élément chimique. Donc, nombre de protons, Z, élément chimique, c'est pareil. OK? Ouais. Ah, pardon, il y en a un que j'avais pas vu dans la. C'est bon. Le nombre de neutrons explique l'existence des isotopes. Donc, est-ce que vous avez vu ce que c'est les isotopes en première ou terminale? Ah ouais, on a vu. Ok. Tu vas m'expliquer ce que c'est? Moi? Ouais, si tu veux. Ok, les isotopes, c'est des atomes qui ont le même nombre de protons, Ouais, différents nombres de neutrons. c'est ça. Et par exemple, l'atome de carbone, il a 8 protons. Non, c'est oxygène. Oxygène, 8 protons. Ouais, c'est Et, ça. et peut-être qu'il y a il y a un isotope de l'oxygène qui a aussi 8 protons, mais qui a un autre nombre de neutrons. De neutrons. Exactement, c'est ça. Donc, un isotope, c'est le même nombre de protons, mais nombre de neutrons différents. Là, tu m'as donné l'exemple de l'oxygène, par exemple, c'est très bien. C'est qu'en fait, dans le cours, c'est où? Ouais, c'est là. Bon, c'est un peu plus bas quand même. Hop. Dans le cours, on nous donne l'exemple de l'hydrogène, pardon. Donc, on descend. Donc, c'est là. L'hydrogène naturel a trois isotopes. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont mis aussi bas. Parce que là, on nous parle d'ici de l'isotope. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, par exemple, pas besoin d'apprendre l'oxygène, le carbone ou peu importe. Il faut apprendre l'hydrogène. Donc, ça, il faut l'apprendre par cœur. Là, on voit bien qu'en fait, on a trois hydrogènes. OK? L'hydrogène, il a toujours un proton, donc un numéro Z. Sauf que des fois, il y a un nombre de neutrons. Donc là, on a un 2 et 3. Donc en fait, c'est ça un isotope de l'hydrogène, par exemple. OK? Quand il a un ou 2, c'est stable. Et quand il a 3, c'est radioactif. Ça aussi, ça va prendre. Ça tombe beaucoup en QCM. D'ailleurs, sur le QCM que j'ai fait tomber ça. Ouais. Ok, est-ce quelqu'un qui doit bugger? Quand il y a un seul neutron en haut, on appelle procium. OK? Non, en réalité, il y a zéro parce que ça s'annule. 2, c'est deutérium et 3, c'est tritium. OK? Donc chaque isotope a un nom différent. Et les deux premiers, le procium et le deutérium, ils sont stables. Et le tritium, par contre, lui, il est radioactif.
On continue. Le niveau quantifié d'énergie des électrons sont caractéristiques de l'atome considéré. Pour chaque atome considéré, on aura des niveaux d'énergie spécifiques. Ils peuvent prendre des valeurs précises avec une distribution discrète. Bon, ça c'est... Voilà. Juste faut savoir qu'en fait, il y a l'énergie dans le électronique. Le noyau de l'atome. Après, on finit cette page et on passe au QCM pour déjà faire la première partie. Du coup, le noyau, donc là, on a fini l'atome. Le tritium, c'est toujours radioactif. Ouais, toujours. Donc, il faut apprendre que du coup, l'hydrogène, donc c'est uniquement cet exemple-là qu'on nous donne, donc c'est uniquement lui qui peut tomber. Euh, L'hydrogène, du coup, il a trois isotopes, le procium, le deutérium et le tritium. C'est uniquement le tritium qui est radioactif. Les autres, ils sont stables. En QCM, on peut te poser plein de questions dessus. On peut te dire le procium, le deutérium sont radioactifs. C'est faux. Le tritium est le seul isotope de l'hydrogène qui est stable, par exemple. C'est faux. On peut te dire tous les isotopes de l'hydrogène sont stables. Faux aussi. Pareil, tous les isotopes sont radioactifs, tu vois. Mais une fois que tu es clair et que tu sais que les trois, c'est ça, c'est bon. Je crois qu'il y en a un qui essaie de parler, mais ça bug trop. Donc, essaye de parler par écrit. Ah si, tu peux m'allumer le budget? Quoi, pardon? Hein? Je t'ai mis cassé. Quoi? Tu l'as cassé? Tu l'as cassé? Moi, je coupais le son. Donc, là, on nous parle du noyau. Donc, la partie sur l'atome, c'est fini. Ouais. Et là, vous avez tous vos micros actifs, hein. C'est pas grave. Alors, on était où? Aussi, je vous ai pas dit, mais ce qui est important avant de faire le cours, c'est regarder le sommaire. Là, les constituants de la matière, on l'a déjà vu. C'était en fait tout ce qui peut composer la matière, donc tous les éléments, les cristaux, les molécules, les atomes, etc. OK? Après, on va nous parler de structure de l'atome. Ça, on a vu l'introduction. Dans la structure de l'atome, on va avoir les noyaux. Bah, le noyau, on l'a pas encore vu. Les électrons, l'énergie présente dans les atomes. Donc ça, c'est les trois parties pour l'atome. Ensuite, on va avoir la structure électronique et classification périodique. Ça, je crois que vous l'avez vu quand même en premier au terminal avec le tableau périodique. Bon, bref, c'est un peu pareil. Et après, conséquences sur la propriété des atomes. Au moins, dès que vous faites ça, bah, vous avez un plan dans votre tête, vous savez de quoi on va parler. Donc voilà, ça peut être pas mal. Soit avant le cours, soit après. Au moins, ça vous fait un cap. Là, on sait ce qu'on a dit. Structure de l'atome aussi, on en a parlé. Noyau, on va en parler maintenant. Donc, noyau de l'atome, les nucléons, du coup, qui sont composés de neutrons et de protons. Donc, on peut faire ça, par exemple, sont reliés entre eux par des liaisons très fortes et occupent un volume extrêmement petit. Donc ça, c'est important. Liaison très forte, mais par contre, volume très petit. OK? Pareil, en QCM, on peut inverser. On peut dire les nucléons sont reliés entre eux par des liaisons très faibles, mais et occupent un volume extrêmement grand. Ça, c'est un piège de QCM très simple à faire. Donc faites gaffe. Même si vous le savez, en fait, le fait d'aller vite ou de l'air vite, vous pouvez vous tromper. Ce que je vous conseille aussi, c'est à chaque fois que vous faites un QCM, si c'est faux, vous marquez pourquoi c'est vrai. Au moins, ça vous oblige à réfléchir plus longtemps et pas à faire des erreurs bêtes. Le rayon du noyau est 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. Donc, noyau 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. Pareil, en plus, il y a un noyau 100 000 fois plus grand que l'atome, ou alors l'atome est 100 000 fois plus grand que le noyau. Ça, c'est vrai. Non, le noyau, du coup, environ 10 puissance moins 15. Bon, ils ont oublié l'unité, mais c'est mètre. Et ça, on l'a déjà vu en haut quand on nous a parlé des noyaux. Donc, en fait, il y a plusieurs rappels comme dans ce cours, OK? Et vous allez voir, après, ça va être souvent comme ça. L'essentiel de la masse de l'atome est considéré dans le noyau. La masse des électrons est négligeable. Donc en fait, du coup, là, on va voir les noyaux. Ça, c'est un atome, OK? Noyau. Autour, on va voir les électrons. Bon, ça, vous le savez normalement. La masse, elle est là, en très grande partie dans le noyau. La masse des électrons, elle est négligeable. Par contre, ce qui est important, c'est que donc masse d'électrons négligeable, mais par contre, masse du noyau bah, est très importante. Mais on a dit que l'énergie de... Pardon, quoi le terme qu'ils ont employé? Le, hop, la charge, voilà, c'est pardon. La charge des noyaux, du noyau, des protons, du coup, est égale à la charge des électrons, mais de sens opposé. OK? Donc, même charge de sens opposé, mais par contre, pas du tout pareil pour la masse.
Donc, l'essentiel de la masse dans le noyau. Par contre, la masse des électrons, elle, est négligeable. La masse du proton est pratiquement égale à celle du neutron. Donc, proton égale neutron. Et égale unité de masse atomique, UMA. En QCM, on peut seulement vous parler de UMA. Donc, il faut savoir c'est l'unité de masse atomique. À ce moment-là, vous pouvez savoir qu'on vous parle du proton et du neutron. Ok? L'UMA correspond au douzième de la masse d'un atome de carbone. Voilà. Voilà, on a fait les quatre premières pages. On va commencer à faire les QCM. Je vais vous les mettre. Hop. Voilà. Donc, on va commencer par le premier. Normalement, vous voyez mieux. On va essayer de réfléchir au premier. Je vous laisse 2-3 minutes. Après, on le corrige. Euh, on a tout vu, ouais. Normalement, par question, au concours, vous avez, même aux écuries, vous avez 1 minute 30 par question. Donc, ça, c'est une question. Et après, il y a 5 items dans une question, toujours. Ok, donc on va corriger. Bon, ça, j'ai fait des QCM très faciles. Je pense pas qu'on aura le temps de tout finir. Au moins, on peut voir à côté l'anatomie. Mais je vous l'enverrai, ok? Avec la correction qui va avec. Donc, il y en a 10. On va essayer de faire les 3 ou 4 premiers. Donc, quelqu'un veut corriger? Ou alors, vous envoyez sur où on peut écrire. Donc, question 1. Un atome est composé d'un noyau et d'un cortège électronique. C'est vrai ou faux? Ouais. Ouais. Vrai. Très bien. Ça, je l'ai pris exactement du cours, donc je fais un copier-coller. Donc, c'est la définition. B, le noyau est constitué de protons et de neutrons. Vrai. Vrai Ouais. aussi. Et aussi, très bien. Les électrons portent des charges positives. Faux. Faux. Oh, Faux. C'est Négatif. négatif. Négative. ouais. Voilà, très bien. Dès que vous faites un QCM à côté, si c'est faux, vous marquez pourquoi. Bah, après, si c'est vrai, du coup, il n'y a rien à faire. L'atome est globalement neutre. Vrai. 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 Ouais, très Vrai. bien. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce que la charge des protons, elle Ouais, annule la charge des électrons. très bien. Parfait. Et la Euh, charge des neutrons, elle est nulle. c'est ça. Les neutrons portent une charge négative. Faux. Oh, Faux. c'est une. Neutre. Neutre. Faux, c'est ça, c'est neutre. Bon, là, je vous ai fait vraiment un QCM hyper simple. Un concours, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, au moins, vous voyez comment ça marche. On peut faire le deuxième aussi. Je vous laisse un peu plus de temps. Ok, on commence. Le rayon de l'atome est d'environ 10 puissance moins 10 mètres. Vrai. 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 C'est vrai, c'est ça. Bah là, le piège, du coup, ça aurait été de dire le diamètre de l'atome. Là, ça aurait été faux parce qu'on parle vraiment du rayon. Et d'environ 10 puissance moins 10. Bon, on aurait pu mettre centimètres ou voilà, on aurait pu se lâcher quand même sur les unités, même millimètres, ce qu'on veut. Là, le piège serait dû de mettre, par exemple, 10 puissance moins 15. C'est quoi 10 puissance moins 15? No- Le noyau. Ok, parfait. Donc, le rayon du noyau est d'environ 100 000 fois plus petit que celui de l'atome. Vrai. 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 Très bien. Là aussi, on aurait pu inverser le noyau à l'atome. Si on avait dit par contre le rayon de l'atome est 100 000 fois plus grand que celui du noyau, Vrai. Vrai C'est vrai. aussi. c'est ça. Donc pareil. L'essentiel de la masse de l'atome est dans le noyau. Vrai. 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 Ouais. La masse de l'électron représente l'essentiel de la masse de l'atome. Faux. 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 Négligeable. C'est ça. La masse de l'électron, c'est négligeable. Le noyau est quasiment vide. Vrai. Faux. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai mis vrai. Non, c'est La masse faux. de la- Pourquoi c'est faux, vous savez?
Quasiment Ça, vide. je crois, on l'a pas Et encore lu. Ouais, c'est faux parce que c'est l'atome qui est vide. L'atome C'est qui ça, c'est l'atome qui est quasiment vide parce qu'il y a beaucoup de vide autour de l'atome. Par contre, le noyau, lui, il est très compact. C'est pour ça qu'en fait, c'est difficile de séparer le noyau. Il faut une plus grande charge de dissociation. Mais c'est l'atome qui est quasiment vide. Ça, on l'a pas encore vu. On peut continuer On peut le faire quand même si vous voulez. Hydrogène, non. Ah, sinon, ça, on a vu la 4. Là, je vous laisse quelques secondes pour la 4. Puis on commence. L'hydrogène possède toujours un seul isotope. Ah, c'est Faux. 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 Oh, il y Faux, en a faux. trois. Faux, c'est quoi? Ouais, c'est quoi les trois? Vous vous rappelez? Et, Prosium, deutérium et deutérium, tritium. C'est ça, très bien. B, le deutérium possède un neutron. C'est vrai? c'est faux, il y en a C'est deux. c'est Ah non, deux. Vrai. Ah non, non, c'est vrai, il n'y a qu'un seul ok, neutron. C'est c'est 2 vrai. moins un, ça fait un, du coup. Comment? Attendez, on va reprendre 2 le moins point. un, ça fait un. Que c'est deux Ça, nucléons. ouais, Un- ouais. Attendez. Euh, hop. Non, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est le prosium qui n'a pas Faites attention. Ouais. Donc le prosium, il a combien de neutrons? Zéro. zéro. C'est ça. Le deutérium Un, Un. Un. et le tritium. Deux. deux. C'est ça. Faites attention, c'est quoi qui a marqué là en haut? Un, 2, 3. Nucléon. Deux Ouais, nucléons. Nombre Pas de le nombre. masse, donc Donc en fait, pour avoir, comment on fait pour avoir le nombre? En fait, c'est cette partie-là, je vous avais expliqué. Mais comment on fait pour avoir le nombre de neutrons? Neutrons, on fait la différence entre le nombre de nucléons et le nombre de protons. Mm. Exactement. Donc là, un moins un, on a zéro. Là, c'est pour ça qu'on a un Ouais. neutron. Et là, deux neutrons. Donc en fait, c'était cette partie-là. Donc là, A, nombre de masse, ok. Ça correspond au nucléon. Z, numéro atomique. Pour avoir du coup le nombre de neutrons, on fait A moins Z, ok. Là, c'est l'exemple de l'aluminium. Du coup, 27 moins 13. Bon, ils le font pas. Si. Hop. Et après, les isotopes. Bon, ça, on a vu. Du coup, on pourra faire le QCM d'avant aussi. On repart sur le QCM. Ok. Le tritium possède deux neutrons. Oh. Vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai, très bien. Parce que le tritium, il y a trois, mais c'est pas des neutrons. C'est des nucléons. Ok. Il y a trois en haut et un en bas. Mais du coup, c'est deux neutrons. Les isotopes ont les mêmes propriétés chimiques. Ça, on l'a pas lu, je crois. Non, mais c'est C'est faux. vrai, non? C'est vrai. c'est Vu, vrai. vu que ça a les mêmes nombres de protons, ça a les mêmes propriétés chimiques. Ok. Donc ça, attention, les isotopes sont toujours radioactifs. Oh. Faux. Faux. Oh, c'est lequel qui est radioactif? Le tritium. 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 Ok, donc la question 3, on peut la faire aussi. Je vous laisse quelques temps pour la lire. On la corrige. Ok. Z correspond au nombre de protons. C'est vrai. Vrai. A Vrai. correspond au nombre de nucléons. Vrai. Ouais. Très bien. A moins Z donne le nombre de neutrons. Vrai. Vrai. Vrai aussi. Deux isotopes ont toujours le même nombre de neutrons. Faux. Faux, c'est quoi? Deux De protons. protons. Très bien. La charge du noyau est plus ZE. Ça, on l'a pas vu. Vrai. C'est vrai, c'est ça. Attention, la charge est toujours positive. Donc c'est bien plus et pas moins. Ok? Ouais. Bon, on peut faire la 5. Ouais, on peut la faire. Ouais, il y a quelques items qu'on n'a pas vus. La 5, après on passe à l'anatomie. On fait la 4 là? La 5, on a déjà fait la 4. Pardon. Ouais, pardon.
Proton et neutron, une masse quasiment identique. C'est vrai. Vrai. Et vrai, ça, dans le cours, on dit presque égal, mais c'est ça. La masse d'un proton correspond à une unité de masse atomique. Faux. C'est vrai. En fait, c'est ça ce qu'on avait dit tout à l'heure. L'unité de masse atomique, c'est UMA. OK? Ah là, c'est genre un douzième de la masse de l'atome de carbone. Aussi. Là, c'est aussi, elle est vraie. Les deux. Regarde. C'est Ah ouais, ouais, ça. Ok, je capte. bon? La masse d'un proton est particulièrement égale à celle d'un neutron. Elle est égale, du coup, à UMA. OK? Ouais. Donc, proton UMA, mais aussi neutron, c'est égal à UMA. Mince. Hop. Une UMA est définie comme le douzième de la masse de l'atome de carbone 12. C'est vrai. C'est vrai. Les électrons pèsent environ la moitié de la masse du proton. Faux. C'est faux. L'électron, on a dit qu'il est négligeable, donc il est beaucoup plus léger. Ça, on l'a pas vu, mais si vous le savez, la masse de l'électron est 1800 fois plus faible que celle du proton. Ouais. Vrai. C'est vrai aussi, très bien. Bon, parfait. Après, ah bah ça, on l'a vu aussi. La D, du coup, c'est quoi? Les électrons pèsent environ la moitié de la masse du proton. C'est faux. Les électrons, c'est beaucoup, beaucoup plus faible que celle du proton. C'est négligeable, en fait. Donc, c'est pas du tout la moitié. Ok, merci. Ah bah, on peut continuer, là, en fait. On a vu la 6. Mais juste, je regarde jusqu'à où on peut s'arrêter. Enfin, on peut tout faire, hein. Ouais, très bien. Allez-y, la 6. Après, Dan, il nous enverra d'autres QCM, du coup, l'autre partie du cours. L'autre partie, elle est pareil, en fait, c'est vraiment un truc à apprendre par cœur, c'est plutôt simple, pas trop compliqué. Juste, il y a 5-6 pages qui sont un peu plus complexes, mais ça, en fait, vous allez le revoir dans le deuxième cours d'atomes, enfin, le deuxième, la suite. Il s'appelle, je crois, liaison à électronégativité, où c'est mieux expliqué. Donc, même vous allez voir les cours d'orbital, ça explique mieux cette partie. Donc, là, c'est vraiment juste pour vous introduire le cours. En cours rouge de la 6, les électrons sont maintenus autour du noyau par des forces électrostatiques. Ouais, Ouais, c'est vrai. La force gravitationnelle est la plus intense dans l'atome. faux. C'est Faux. la plus faible. C'est la plus faible. Très bien. C'est quoi la plus intense dans l'atome? Vous vous rappelez? La gluon. C'est quoi? Gluon, non? Nucléaire fort. C'est ça, Ah, du coup. nucléaire forte. La gluon, c'est pas une force. Attends, on reprend le tableau. Hop, c'est ça. Gluon, c'est une particule, ok? Les forces, elles sont là. Il y a la gravitationnelle et la nucléaire forte. On a vu que la gravitationnelle était 10 puissance moins 40 et la nucléaire forte, elle était de 1. Ok? Donc en fait, la nucléaire forte, c'est la plus forte du coup. On en était où? La force nucléaire forte maintient les nucléons ensemble. C'est vrai, ça. C'est vrai. La force électromagnétique agit sur les particules chargées. Et uniquement sur les. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais. Non, c'est vrai. On aurait pu rajouter uniquement, mais là, vu que c'est général, on compte vrai, ok? Ok. S'il y avait par exemple les particules chargées et autre chose, et on a mis uniquement les particules chargées, là tu aurais pu mettre faux. Mais quand on parle que d'une chose, si on ne dit pas uniquement ou si on ne dit rien, globalement c'est vrai, ok? Ok. La force nucléaire faible est responsable de certaines désintégrations radioactives. Ça, je crois pas qu'on l'ait vu. Ça a l'air vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Ok, la 7. Je sais pas si vous en avez parlé, Dan, on va faire un site internet où vous allez pouvoir retrouver plein de QCM dessus pour les terminales. Hop. Donc, vous allez pouvoir vous entraîner, il y aura plein de QCM d'atomes.
Ok, plus la dimension d'une structure est petite, plus l'énergie nécessaire pour la casser est grande. Ouais. Vrai. Vrai. Ok, ça on l'a vu avec tous les exemples. À chaque fois, quand par exemple qui peut nous donner un exemple des deux premiers éléments qu'on a vus? Les cristaux et les molécules. Et ensuite, c'était les atomes. Et les atomes, c'est plus petit que le cristal et les molécules. Et l'atome de. Enfin, l'énergie de dissociation, elle est plus grande. Elle va de 10 à 10-4. À 10-4 pour l'électron-volt pour les atomes. Et les cristaux et les molécules, c'est seulement un électron-volt. Exactement, c'est ça. Et du coup, les cristaux et les molécules, la forme elle est très variable, elle peut être très grande, alors que l'atome, c'est beaucoup plus petit, c'est 10 puissance moins 10 mètres, ou un angstrom. Donc ça, c'est vrai. Il y a, ça, par exemple, il n'y a pas marqué explicitement dans le cours, mais ça, on peut le déduire avec les exemples qu'on a vus. B, les cristaux ont une énergie de dissociation d'environ 1 électron-volt. C'est vrai. C'est vrai aussi. Là, par exemple, on aurait pu mettre 1 volt, ça aurait été faux. Les noyaux ont une énergie de dissociation plus faible que les molécules. Faux. 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 Faux, je sais pas. Elle est plus grande l'énergie de dissociation chez les noyaux que chez les molécules, puisque les noyaux, c'est plus petit que les molécules. Voilà, très bien. Les hadrons sont formés de quartz. C'est vrai. Vrai. Oh, vrai. Et là, par exemple, je dis pas deux ou trois. Mais c'est quoi là dans deux ou trois quartz pour les hadrons? Mais non, Ça mais dépend c'est si les c'est des maisons. baryons ou des Des maisons. maisons et baryons, non? Eh Enfin, bien, c'est ça. Donc, et là, c'est pas précisé. Parfait, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Les leptons sont composés de protons et de neutrons. Faux, Euh, non? C'est c'est faux. faux. Pas, je crois que C'est c'est faux, hein. c'est eux qui décomposent. C'est ça. Donc déjà, c'est faux parce que bah, j'ai mis une autre définition. Donc, les leptons, c'est composé de quoi? Vous vous rappelez ou pas? Mais c'est pas composé que de neutrons, D'électrons. ou d'électrons, pardon. C'est ça. Mais d'autres choses aussi. D'électrons, il y avait deux autres tirés où je vous ai dit en fait, ça sert à rien Des des muons. Des Muons et muons. neutrinos ah, électriques, je muons crois. et Ah ouais. électrons électroniques là. Donc c'est ça. Mais par contre, c'est quoi qui est composé de protons et de neutrons? c'est le Nucléons. noyau. C'est le noyau, non? C'est ça, exactement. Allez, je Ouais. prends le cours. Donc là, par exemple, j'ai inversé deux définitions. Là, on se rappelle bien que du coup, les leptons, c'est électrons, neutrinos électroniques et muons, ok? Et les noyaux, c'est protons et neutrons, se former des nucléons. Donc c'est plutôt, pardon, nucléons, protons et neutrons, ok? Hop, question, on a fini, ouais. Question 8. Ça, après, je vous envoie les QCM avec la correction juste en bas sur le groupe, au moins si vous voulez les refaire. Les protons portent une charge négative. Faux. C'est faux. C'est positif. Hein. Les neutrons n'ont pas de charge. Vrai. C'est Vrai. neutre. C'est vrai, c'est vu que c'est neutre, il n'y a pas. Les électrons portent une charge négative. C'est vrai. Vrai. La somme des charges positives et négatives dans un atome neutre est nulle. Vrai. Vrai. Vrai, c'est pour ça qu'on dit que l'atome est électriquement neutre. Si l'atome perd un électron, il devient un cation. C'est vrai. Vrai. Ouais. Très bien. Du coup, s'il perd un électron, il devient positif. Et il perd la 9 et la 10. Les électrons d'un atome neutre sont en nombre égal à Z. Vrai. C'est vrai. Si un atome gagne un électron, il devient un anion. C'est vrai. Vrai. Presque tout à l'heure, c'est ça. Si un atome perd un proton, il reste le même élément chimique. Faux. S'il perd un électron, il reste le même élément chimique, mais s'il perd un proton, en fait, ça change complètement, ok? Changer le nombre de neutrons change l'élément chimique. Faux. Pourquoi ça serait faux, du coup? C'est ça, c'est faux. Ouais, parce que l'hydrogène, par exemple, on change son nombre de neutrons, ça reste un hydrogène, juste Ah, un isotope. exact, c'est le principe des isotopes. Donc, si on change le nombre de neutrons, ça ne change pas l'élément chimique. L'élément chimique, c'est vraiment le Z.
donc proton. Les isotopes d'un élément ont le même Z. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. Euh, Et dernière question. Le symbole chimique indique l'élément. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Le numéro atomique indique le nombre de protons. c'est vrai. Ouais. Vrai aussi, c'est le Z. Bon, La masse atomique, cette fois-ci A, correspond au nombre de neutrons uniquement. Oh, c'est faux. c'est Oh, faux. c'est quoi? Oh, Ah, ça, Néon. nucléo. Néon. Soit nucléons, soit neutrons et protons. L'aluminium contient 14 neutrons. c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Et comment on fait? 27, 27 moins 27. 13. Ça. Ah bon? On fait A moins Z. Du coup, il y a la réponse. A moins Z correspond au nombre de neutrons. C'est vrai. Ok, voilà. Bon, très bien. Pour celle-ci, c'est ABDE, les vrais. Donc, celle-ci, c'est ABD, ouais, c'est ça. Après, regarde, il y Ok, a merci. je les ai fait. Je l'enverrai sur le groupe. Ah, merci. T'inquiète. Alors. Ça, la suite, hop. Essayez de le voir seul. Si vous avez des questions ou si vous comprenez pas des choses, des parties ou quoi, envoyez-moi un message. Donc là, c'est au moins on peut faire on peut commencer le cours sur l'UE5, sur le membre thoracique. Vous l'avez vu, le membre thoracique ou pas encore? Peut-être chez vous? Non, non, enfin oui, là, on devait commencer à le voir. Ok, très bien. Donc juste là, je vous fais un petit récap de ce qu'il va y avoir. Donc les électrons, donc pareil, là on avait vu que dans le sommaire qu'on parlait de noyaux aux électrons. Donc pareil, les électrons, c'est pas très compliqué, vous l'avez sûrement déjà vu à l'école. Énergie présente dans les atomes. Donc, juste super important, toutes les formules qu'il y a dans tous les cours que vous allez avoir comme ça, là, avec entouré, encadré, ça, c'est à apprendre par cœur. OK? Et après, on vous demandera jamais de remplacer des formules, jamais de calculer. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de calculette. Juste ce qui est important, c'est de savoir ce qui est proportionnel ou non proportionnel. OK? C'est juste ça qu'ils vont poser sur une formule, rien d'autre. Donc, ça, c'est beaucoup de par cœur après. Ouais, cette partie-là qui est un peu plus compliquée. Donc ça, en fait, il y a, pareil, là, vu que c'est encadré, c'est à apprendre par cœur. Relation de Rydberg aussi, à apprendre par cœur. Mais encore une fois, on va jamais vous donner le N, le P et ça, ok. On va vous demander, par exemple, si c'est proportionnel ou pas, ou inversement proportionnel. C'est tout. Voilà. Ça, tableau périodique, vous l'avez déjà vu. Euh, Et après, il y a trois règles importantes aussi. Je vais vous envoyer des QCM sur les trois règles. Voilà. Alors, comme ça. Vous avez fait quoi pour l'instant en anatomie? On a fait les bases. Ok. Base anatomie, vous avez fait locomoteur aussi? Non, Ok. J'ai des questions sur base anatomie ou ça va? non, ça va, c'est simple, hein. Ça va très bien. Donc, base anatomie, c'est Ilan qui vous l'a fait, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Euh, c'est assez théorique. C'est des plans, des trucs à apprendre par cœur, des définitions. Vous allez voir qu'après, le cours locomoteur, c'est le deuxième cours d'anatomie. C'est un peu moins théorique déjà. Mais bon, c'est quand même assez théorique. On nous parle un peu de tout le corps. Pareil, base anatomie, on nous parle vraiment enfin de tout et n'importe quoi. Là, on va commencer par les premiers cours du coup d'anatomie sur l'ostéologie. Donc, l'ostéologie, c'est les cours sur les os. Il y en a deux. Il y a membre thoracique, donc les os du membre supérieur. Donc, ils sont là. OK? Après, vous allez avoir membre pelvien, c'est la jambe. Donc, cours sur le membre inférieur, du coup. Eux, ils sont beaucoup plus concrets. Et en fait, comment ça va se passer à l'anatomie? C'est que vous allez avoir des schémas. Donc là, des planches.
Je crois que je vous ai envoyé sur le groupe ou pas encore toutes les planches. Un dossier avec toutes les planches. Ou alors Dan a dû vous l'envoyer ou pas encore. Non, non, on a le cours, mais on n'a pas comme toi. C'est un truc de la prépa. Genre, Ah c'est ok, non, pardon. Vous avez ouais, un cours de la prépa, mais c'est pareil. C'est le même. En fait, ce que je vous parle, c'est là, les planches, il y a marqué planche 103, il y a ça. Ça, il y a ça. En fait, tout ça, c'est des planches. ouais, c'est les mêmes plans, j'ai vu une Oui, on fois. a. Ah, vous avez? Ok. Ouais. Bon, ok, très bien. Je vous ai envoyé du coup un dossier avec 140 planches où il n'y a que des trucs comme ça. Genre, uniquement ça, ok? Et en fait, ça, faudra les apprendre. C'est toutes les planches sur tous les cours d'anatomie mélangés. Mais c'est plus sympa à apprendre dessus parce que là, quand vous allez imprimer, hop, par exemple ça, c'est en petit. Alors que sur... je vais vous le montrer en fait directement. Je crois il est là. Juste, c'est quoi le titre de ce dossier? Le dossier que je t'ai montré ou celui que je t'ai Ouais, parlé? oui, est-ce que viens me montrer? C'est membre thoracique. Ah, ok, merci. Ça, c'est celui dont je viens de vous parler, des schémas. Donc en fait, dedans, il n'y a que des schémas. Donc là, en fait, faut les voir comme ça, hein, les pages. C'est ça. Là, il y a la planche. Donc en fait, bah, qui décrit les parties du corps. Et en fait, là, du coup, il y a à quoi ça correspond. Donc là, on nous montre ici, ça correspond à la région du cou, ok? Donc là, c'est toutes les planches à apprendre pour la passe. Donc il y en a une tonne. Là, en fait, les premières planches, bah, vous ne les avez pas vues parce que c'est pas dans les cours. Vous avez fait que membre, non, base anatomie, donc c'est pas dedans. Après, regardez, je vais vous montrer. Au total, je crois qu'il y en a 140, un truc comme ça. Là, c'est des planches sur le cœur. Là, après, c'est encore sur le cœur. Si on continue un peu plus loin, on va avoir des planches sur l'appareil respiratoire, c'est un autre cours, en fait. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils sont tous mélangés, donc ils sont beaucoup plus gros. Ça, par exemple, c'est toute une page. Donc c'est mieux à prendre dessus. Là, je vais aller directement sur les cours du coup du membre thoracique, donc le bras, pour mieux vous montrer. Dans toute la page, il y a 140 planches. Ouais, regarde, ah non, alors pardon, pas 140, il y en a. Là, c'est la dernière planche, il y en a 134. Bon, ouais, presque 140. Ok, ok. Et sur 134, il y a, je sais pas, il doit y avoir une dizaine de cours d'anatomie. Donc là, c'est l'osté. Là, c'est bon, ça, c'est le pied, c'est aucun rapport. Je vais vous montrer la première planche du coup de membre thoracique, c'est là. Ok. Donc là, vous commencez. Membre thoracique, c'est là. Donc c'est là, ça commence à la planche 103. Et là, en fait, c'est mieux d'apprendre les planches ici que sur le cours, vu que c'est beaucoup plus gros. Même là, ce qui est bien, c'est que bah, vous pouvez colorier si ça vous aide. Vous pouvez annoter. Là, par exemple, cet os-là, c'est la clavicule. Si je vous dis que la clavicule a une forme de S, là, on voit pas très bien qu'elle a une forme de S. Vous pouvez mettre une petite flèche, forme de S. OK? Bon, je vous l'enverrai du coup sur le groupe. C'est au moins si vous voulez suivre avec ça. Mais là, pour l'instant, on va regarder le cours. Parce que nous, on a beaucoup de textes. Ah, j'ai pas lu. Je t'ai envoyé Dan. Ces planches, tu pourras demander à Dan de nous envoyer. Ouais, je vous envoie sur le groupe. C'est le groupe Master Terminal, je crois. Ouais, bon, très bien. Moi, je l'enverrai dessus. On va vous l'imprimer. De toute façon, ça va pour l'année prochaine. Même pour cette année, c'est mieux d'apprendre dessus. Donc voilà. Donc là, par exemple, là, la planche, bon, on la voit bien, mais après, vous allez voir qu'il y a des planches, des fois, c'est trop petit, c'est horrible. Par exemple, là, voilà, là, dans une vraie page, si vous l'imprimez, c'est tout petit alors que c'est super important. C'est mieux d'avoir une grande page dessus. Bon, ça, c'était juste pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, du coup, là, membre thoracique, on va vous parler, en fait, de tout ce qu'on a, tout ce qui va constituer, en fait, ce qu'on appelle le bras. OK? Parce qu'en réalité, l'appellation du bras, c'est faux. On va voir tout à l'heure pourquoi. Donc là, pareil, on regarde le sommaire. Donc, membre thoracique. Donc, introduction, OK. Donc, en gros, on va nous parler de la clavicule. La scapula, pour l'instant, c'est que des os. Clavicule, scapula, humérus, radius, ulna, le squelette de la main. Là, si on regarde sur cette planche, ce qui est important aussi en anatomie, c'est toujours, vous regardez un nom, quelque chose, et à côté, vous regardez une planche. Parce que là, par exemple, si vous commencez à faire le squelette du membre thoracique est rattaché au squelette axial par la ceinture scapulaire formée des deux os, la clavicule en avant, la scapula en arrière, et vous continuez, en fait, vous allez rien comprendre. Ce qu'il faut, en fait, c'est que à chaque fois que vous lisez un paragraphe en anatomie, vous regardez directement la planche à côté.
Là, la planche, on va la regarder. Là, en un, on va avoir un os ici, c'est la clavicule. OK? Tout ça, en fait, ça forme le membre supérieur. Là, c'est la clavicule. Ici, c'est l'omoplate. On l'appelle aussi la scapula. Ensuite, ici, c'est quoi, vous savez? Bon, il y a marqué, hein. Radius. C'est Non. l'humérus. Ça, c'est L'humérus. l'humérus, c'est ça. Ici, lui, Radius, le radius. Lui, ulna, cubitus. là. Et après, les os de la main. Ouais. On va voir le carpe, le métacarpe et les phalanges. Bon, ça, on verra plus tard ce que c'est, mais ou la prochaine fois. Mais ça, c'est en gros, c'est la main. Donc là, en fait, si on regarde le sommaire, on nous parle de la clavicule, la scapula, l'humérus, radius, ulna, scapula de la main. Donc en fait, dans ce cours, on va nous décrire ça sur trois quatre pages, ça sur trois quatre pages, tout ça, ça et la main. OK? Donc on va commencer, on va essayer de faire la première page avec des QCM, si on arrive. Non, les QCM, ça va être trop dur. Les QCM, je vais vous enverrer, il y en a 10 aussi. Bon, j'essaie de faire le plus simple possible. Mais je pense que si vous ne l'avez pas encore vu, membre thoracique, même une fois ou deux, ça va être trop compliqué de répondre. Donc je pense qu'on juste on va commencer à comprendre comment on peut travailler sur l'anatomie. Donc, pour l'instant, c'est la traduction. Donc, en fait, on va nous parler du coup de tout le membre ici. Et après, on va être spécifique. La clavicule, là, c'est la clavicule. Aussi, ce qui est important, c'est que là, en fait, ce qui va tomber au concours, ça va être, on va poser des questions sur les planches. Donc là, c'est planche 103, ostéologie du membre supérieur. Là, on a la planche, OK? Après, dans le cours de Dan, ou alors lui, c'est un autre, vous allez avoir des photos comme ça. Ça, c'est juste des images pour mieux comprendre, mais ça tombera jamais au concours, OK? Ce qui tombe, c'est uniquement les planches. Ça tombe, ça tombe. Par exemple, ça tombe pas. OK? Ça tombe. C'est juste des images pour vous aider. Bon, souvent, ça sert à rien. Ça tombe pas. Bon, vous avez compris. Ça tombe pas. Si vous avez un doute, regardez le dossier des planches que je vous envoie pour savoir si ça tombe ou pas. Pour le terminal en école privée, comme c'est un cours d'anatomie, on va le voir mercredi. Je sais pas. Je sais pas. Demandez à Dan. Après, je sais pas si. Moi, je crois. Ah, peut-être alors. Je sais pas. Peut-être vous n'allez pas le voir celui-là d'abord, vous allez voir peut-être un autre cours. Demandez à Dan, il en saura plus. Enfin, il le sait. Donc, le squelette du membre thoracique. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'en anatomie, c'est très compliqué. Chaque mot est à détailler. Donc, en fait, pas besoin de lire tout le paragraphe. Mot par mot, on voit si on comprend. Donc, le squelette du membre thoracique. Là, on a compris que le membre thoracique, c'est tout ça. OK? Squelette du membre thoracique, planche 103. Donc, on est bien ici. En fait, souvent, on nous met les planches entre parenthèses pour qu'on se repère. Parce que là, c'est facile, mais des fois, par exemple, on va être là, on va pas savoir s'il faut regarder ici ou ici. Donc, c'est pour ça que des fois, il détaille entre parenthèses la planche. Donc, le squelette thoracique, quand on parle de ça, est rattaché au squelette axial par la ceinture scapulaire. Donc, déjà, est rattaché au squelette axial. Ça veut dire que ça, c'est rattaché à l'axe. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que, voilà, je vais vous montrer un schéma, on voit bien. Hop, là, c'est le squelette en entier. Membre thoracique, du coup, on voit qu'on en a deux. OK? C'est le droit, ici, et le gauche, ici. Juste important, à droite et à gauche, c'est par rapport au sujet. Donc, normalement, là, vous regardez le schéma. Ici, on accorde que c'est votre gauche. Je ne sais pas si c'est inversé sur la caméra. Mais ici, c'est votre gauche. C'est ça ou pas? Ah ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Ici, c'est votre gauche et ici, c'est votre droite. Donc, ça, c'est la clavicule. Ça, c'est la clavicule. Ici, normalement, on dirait que c'est la clavicule gauche et ici, la clavicule droite. Sauf qu'en fait, en anatomie, il faut se mettre à la place du sujet et il faut savoir quelle est la droite du sujet et quelle est la gauche du sujet. OK? Donc là, cette clavicule, si on regarde par rapport à lui, si on se met à sa place, si par exemple on lui demande ici c'est la clavicule droite ou gauche, en fait, ici c'est la clavicule droite. OK? Pareil, toute cette partie-là, c'est la partie droite du sujet, cette partie-là, c'est la gauche. C'est pas du tout par rapport à nous comment on voit notre droite et notre gauche, en fait, il faut se mettre à notre place, à sa place à lui. Donc, soit vous inversez tout, bah, là, ici c'est à gauche, bah, du coup c'est à droite pour lui. Soit sinon, bah, vous essayez de vous mettre à sa place pour mieux comprendre. Parce que là, bon, c'est assez simple. Après, on va avoir d'autres coupes qui vont être un peu plus compliquées, enfin des planches. Donc, hop. Le membre thoracique, en fait, c'est lui. OK? Donc là, on a la clavicule, on a vu tout à l'heure.
Derrière, en fait, on la voit pas, mais c'est quoi ici derrière? La scapula. Ah. Ensuite, l'humérus, radius, ulna et la main. Là, en fait, on voit du coup que le membre thoracique, donc droit et aussi celui gauche, ben, en fait, il est attaché à ça, en fait. Ok, il est attaché à l'axe. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on nous dit que le membre thoracique est rattaché au squelette axial. Le squelette axial, c'est celui qui est dans l'axe, donc celui qui est vraiment au milieu. C'est ça, en fait. On va avoir donc le thorax, la colonne vertébrale. Donc, en fait, le membre thoracique va être rattaché au squelette axial. Donc, ça, c'est juste pour vous expliquer. Hop. Parce que là, on voit pas, en fait, le squelette axial. On voit juste ça. Si vous voulez, ici, par exemple, hop. Oh, c'est bien. Il y a la tête. Et là, il y a le tronc, il y a l'axe. OK? Donc aussi, n'hésitez pas, là, si vous voyez qu'il est rattaché au squelette axial, si vous voyez qu'en fait, vous ne comprenez pas avec ce schéma pourquoi c'est rattaché au squelette axial, parce que là, du coup, il n'y a pas le squelette axial et je crois que dans le cours, il n'y a pas une fois, bah, n'hésitez pas à regarder d'autres schémas. Si vous imprimez ou vous avez directement les planches avec tous les schémas que je vous ai envoyés, vous pouvez en fait venir comparer avec tous les schémas. Parce que dans tous les cas, l'anatomie, vous pouvez tout comprendre. Donc, tant qu'à faire, regardez sur les autres schémas pour être sûr de ce que vous lisez. Donc, elle est rattachée au squelette axial par la ceinture scapulaire. Donc, c'est quoi la ceinture scapulaire? On le décrit juste après. La ceinture scapulaire, c'est formé de deux os, la clavicule en avant et la scapula en arrière. Donc, du coup, là, la clavicule, on dit que c'est ça, et la scapula, on a dit que c'est ça. OK? Sauf qu'en fait, donc là, les deux, ça forme la ceinture scapulaire. Donc, c'est plus logique, du coup, parce qu'on comprend bien qu'en fait, la ceinture scapulaire, donc la clavicule et la scapula, vont venir s'attacher, du coup, au squelette axial. Et on avait bien vu que tout à l'heure dans le schéma, c'est vraiment les deux qui vont venir toucher. L'humérus, donc l'os du bras, ne vient pas toucher au niveau du squelette axial, donc il n'est pas rattaché. C'est vraiment uniquement la clavicule et la scapula. Formé de os, la clavicule en avant et la scapula, donc entre parenthèses omoplate, c'est pareil. En QCM, on peut soit vous parler de omoplate, soit de scapula. Les deux sont vrais. Juste ce qui est important, c'est là, en avant pour la clavicule et en arrière pour la scapula. Donc de quoi on nous parle? En fait, là sur le schéma, donc j'enlève ça, là c'est une planche, donc tout est plat. Ok? Là, on peut dire que ça c'est plus haut, que la clavicule est plus haut que la scapula, ou par exemple que le radius est plus bas que l'humérus. On ne peut pas dire que la clavicule est plus en avant que la scapula. Ah, il y a une question. Quand on parle du membre thoracique, on parle du droit ou du gauche, ou on doit le spécifier. On parle, bah là c'est membre thoracique droit, des fois c'est marqué. Squelette du membre thoracique droit, tu vois. Je crois qu'en anatomie, on parle uniquement à droite. Donc on va te parler de clavicule à droite, de tout à droite, mais ça change rien en fait. C'est exactement pareil à gauche. Donc il faut voir si. Voilà, clavicule droite, pareil clavicule droite ici aussi. Scapula à droite, ouais. On parle de droite, mais en vrai, ça revient. C'est pareil de genre la gauche aussi. Ouais, je disais donc du coup sur le schéma, on voit pas ce qu'il y a en avant, ce qu'il y a en arrière. En fait, après, ce que je vous conseille, c'est de regarder du coup des vidéos d'anatomie ou même sur Internet ou des applications pour voir en fait que la clavicule est plus en avant que la scapula. Après là, pour les deux, c'est facile parce qu'en fait, la clavicule, on sait bien qu'en fait, elle est devant, ok? On peut la toucher, elle est palpable. Et la scapula, l'omoplate, c'est derrière. Donc là, c'est pour ça qu'on dit que la clavicule est en avant et la scapula, elle est bien arrière. Le squelette du bras est représenté par l'humérus, celui de l'avant-bras par le radius en dehors et l'ulna en dedans. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va voir du coup le squelette du bras. Après, je vous ai dit non, en fait, c'est mal dit, c'est vraiment le squelette du membre thoracique. Parce qu'en fait, là, du coup, maintenant, on sait que tout ça, c'est pas le bras, mais tout ça, c'est le membre thoracique ou le membre supérieur. Ça, les deux os, clavicule et omoplate, ça forme du coup la ceinture scapulaire. Et l'humérus, c'est l'os du bras. Donc en fait, le bras, c'est pas tout ça. Humérus, os du bras, et radius ulna, os de l'avant-bras. Pareil, tout à l'heure on a dit scapula, ça correspond à l'omoplate, l'ulna, ça correspond au cubitus. Maintenant, en fait, on parle de scapula et d'ulna, sauf qu'en fait, avant, dans les anciennes nomenclatures, par exemple les anciens médecins ou peu importe les spécialités, mais ils vont plutôt parler d'omoplate pour dire scapula, et ils vont pas parler d'ulna, mais ils vont parler de cubitus. D'accord? Donc c'est à savoir quand même. Mais maintenant, on parle d'ulna et de scapula. euh, par le radius en dehors et l'ulna en dedans. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on nous parlait de la clavicule en avant et la scapula en arrière.
Là, cette fois-ci, on nous parle de radius en dehors et d'ulna en dedans. Donc le radius, c'est le 4, c'est lui, et l'ulna, c'est lui. Donc il y a une nouvelle notion du coup, en dehors et en dedans. Donc ça, je vais vous l'expliquer avec l'autre schéma, c'est le plus simple. Partager. Ok. Donc vous savez déjà ce que c'est en dehors et en dedans ou pas? Ouais, c'est en dehors, c'est Par rapport à enfin, quoi je sais peut-être? ce que c'est, mais c'est par rapport au squelette axial, non? Ouais, très bien. Donc du coup, Et, c'est quoi qui est en... Par exemple, et ce qui est ouais. proche du squelette axial, c'est en dedans, et ce qui est loin, c'est en dehors. Ok, parfait. J'ai un peu de mal avec ça. Ok, très bien. Bon, c'est ça en fait. Pour en dedans et en dehors, vous inquiétez pas, au début, c'est ce qu'il y a de plus chiant en anatomie parce que on va parler de en dehors, en dedans. Vous avez dû voir latéral, médial, vous avez dû voir proximal, distal, supérieur, inférieur, cranial, caudal, bref. Il y a plein d'appellations. Je vais vous envoyer aussi une petite fiche qui résume tout ça, enfin avec tous les synonymes. Mais après, en fait, ça va tourner autour de la même chose. Donc là, en fait, en... Du rose à chaque fois. Voilà, plus joli. Hop, ok. Donc là, en bleu, j'ai tracé en fait une ligne qui va correspondre au squelette axial, ok? Donc c'est ce qu'il y a en dedans. Tout ce qui est proche du squelette axial, donc on parle aussi de médian. Tout ce qui est médian, c'est ce qui est au milieu. Donc au milieu, c'est en dedans, d'accord? Tout ce qui est là, c'est en dedans du corps, du coup. Et là, ici, aux extrémités, donc à l'extérieur, c'est à l'extérieur du corps ici. Vu que c'est à l'extérieur du corps, on parle de en dehors. Tout ce qui est là, c'est en dedans. Tout ce qui est vers là, c'est en dehors. Mais en fait, on peut parler de ça du coup pour les os du corps. Là, ici, en cet os-là, là, en blanc, c'est le sternum. OK? Le sternum, en fait, c'est ce qu'il y a de plus en dedans possible. Pareil ici, là, les vertèbres lombaires, c'est en dedans, parce qu'en fait, c'est vraiment dans l'axe. Après, ici, le pubis, c'est aussi en dedans, par exemple. Pareil, ici, le sacrum et le coccyx. C'est vraiment aligné avec l'axe. Là, la clavicule, donc les deux, on ne peut pas savoir si c'est en dedans ou en dehors. En fait, ça dépend de quoi on parle. Si on dit la clavicule par rapport au sternum, le sternum, on dit que c'était ça. La clavicule est en dehors du sternum. Parce que la clavicule, elle est plus à l'extérieur du coup que ça. Par contre, si on nous dit la clavicule, donc c'est ça, par rapport à l'humérus, c'est lui, on voit bien que la clavicule, elle est plus proche de l'axe que l'humérus. Du coup, la clavicule est en dedans, en fait, par rapport à l'humérus, si on veut. OK? Pareil. Du coup, là, vous avez compris ou pas déjà ça? Ouais, ouais. Oui. Bien. Là, du coup, dans le cas du radius et de Luna, là, Luna et le radius, on voit qu'en fait, ils sont pas vraiment à côté de l'axe. Mais il y en a toujours un qui est plus proche de l'axe que l'autre. Donc ici, c'est Luna. Donc Luna est plus en dedans que le radius. OK? Hop. Et à l'inverse, du coup, le radius, il est plus en dehors de Luna. OK? Donc, en gros, en dehors et en dedans, c'est synonyme de latéral et médial. Ouais, après, je vous envoie une fiche sur ça. Mais en dehors, ça correspond à latéral. Ça correspond à l'extérieur. OK? En dedans, puisqu'il y a là, ça correspond à médial et à l'intérieur, c'est pareil. OK? Ah, ça, merci. Après, là, je vous ai parlé par exemple du sternum et de la clavicule, mais en fait, on peut zoomer de plus en plus. Là, après, on va voir par rapport à la clavicule. Wow. Attendez. OK, donc là, on a la clavicule. Il y a, ici, c'est une extrémité de la clavicule. Là, c'est l'autre extrémité. OK? Cette extrémité de la clavicule, là, elle est plus en dedans que cette extrémité de la clavicule. Donc là, on est dans la portion articulaire médiale de la clavicule, donc en dedans, et là, latérale, donc en dehors. OK? Donc soit on nous parle de deux os différents, donc là du sternum et de la clavicule, soit on peut zoomer aussi sur un os. Par exemple là, au niveau du sternum, ce point-là du sternum, il est plus en dehors que ce point-là. En fait, on peut zoomer à l'infini. Parce qu'après, quand on va vous parler par exemple de l'humérus,
Là, on a vu que dans l'humérus, c'est pas, il y avait 5-6 pages. On ne parle que de ça. Donc en vrai, si on regarde ça, bah, c'est la forme d'un bâton, c'est rapide. En fait, on nous parlait tout des petites bosses, des petits creux, on va tout détailler à fond. Donc en fait, à la fin, on va zoomer à fond, on va dire que ça, c'est plus en dedans que ça. OK? Donc ça, c'est plus en dehors que ça. C'est pareil. Donc en dehors, c'est ça, c'est pareil que latéral, et en dedans, c'est pareil que médial. Après, bon, une fois qu'on est là, du coup, on va parler de cranial et caudal. C'est ce que c'est cranial et caudal? Mince. Cranial, ça fait penser à quoi? Cranial, c'est pas plus proche de la racine du membre? Non, caudal, c'est le pied. C'est cranial, en fait, c'est le crâne, ok? C'est cranial et caudal, c'est pas pour le membre. Après, on verra le membre, c'est proximal et distal. En fait, pour parler de supérieur, déjà, donc supérieur, ce qu'il y a de plus supérieur, c'est ici, ok? Donc, on va prendre là, c'est ce qu'il y a de plus supérieur sur le corps, et là, le plus inférieur, ok? Pour dire l'una par rapport au radius, c'est bon. On sait que un il est plus en dedans et l'autre, il est plus en dehors. Par contre, pour dire l'humérus par rapport à l'una, ou pour dire le bassin par rapport au thorax, bah, on va dire, par exemple, le thorax est plus haut que le bassin, et on va dire que l'humérus est plus haut que l'una. Sauf qu'il y a d'autres appellations aussi. On va parler de caudal et de cranial pour l'axe, et de proximal et distal pour les membres. C'est-à-dire, pour l'axe, en fait, ça va être le crâne, le thorax et allez, le haut du bassin, ok? Genre les vertèbres lombaires. Donc tout ça, en fait, ça va être vraiment l'axe du corps. Et les membres, on en a quatre. On va voir les membres supérieurs droit, le membre supérieur gauche, le membre inférieur droit, le membre inférieur gauche, ok? Quand on veut parler de l'axe, quand on veut dire par exemple le crâne est plus haut que le thorax, on va dire soit le crâne est plus haut que le thorax, mais sinon on va dire le crâne bon, est plus crânial que le thorax. C'est bon, c'est plus logique parce que crâne, penser crânial, c'est haut. Le crâne est plus crânial que le thorax, mais on peut dire aussi le thorax est plus caudal que le crâne. Donc caudal c'est en bas, crânial c'est en haut. Ouais, ça, j'avais pas vu. J'avais pas donné ça. Crânial c'est qui monte vers le crâne, c'est ça. En fait c'est en haut. Crânial c'est en haut et caudal c'est en bas. Sauf que c'est que pour l'axe. Donc là, par exemple, pour le sternum, on peut dire cette partie-là, elle est plus crâniale que cette partie-là. Ou cette partie-là, elle est plus caudale que celle-là. Après, maintenant, pour parler des membres. Donc, les membres, on a vu qu'on avait quatre. On va pas dire cette fois-ci crânal ou caudal. C'est différent. Pour dire qu'ici, l'humérus, il est plus haut que l'avant-bras, on peut pas dire, enfin, on peut dire qu'il est plus haut, mais on va pas dire qu'il est plus crânial que l'avant-bras. On va parler de proximal et distal. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est en fait comme si vous isolez le, le membre. Donc là, on prend l'exemple du membre thoracique ou membre supérieur, c'est pareil. Droit, ok. Donc on va zoomer. En fait, tout ce qu'il y a de proximal, c'est ce qui approche du plus haut du membre, en fait. Hop. Donc proximal, en fait, c'est ce qui va venir s'insérer sur l'axe. Donc la partie la plus haute, c'est ici, ok? Donc ce qu'on a de plus proximal, en fait, au niveau du membre thoracique, bon, on va voir la clavicule, la scapula, le haut de l'humérus ici. À l'inverse, ce qu'il y a de plus distal, ça va être la main. Plus précisément, les phalanges. Et encore plus précisément, la dernière phalange, la phalange distale. OK? Donc, du coup, pour les membres, on va dire que l'humérus est plus proximal que l'ulna. OK? Si on dit le radius par rapport à l'ulna, il est comment? Pardon, le radius par rapport à la main. Proximal. Il est plus proximal, Là, si on dit par exemple l'ulna par rapport à l'humérus. plus distal, Ok, très bien. Si on dit la partie supérieure de l'humérus par rapport à la partie inférieure de l'humérus. elle est plus proximale. Ok, parfait. Bon, voilà, très bien, vous avez compris. Ça, c'est pour proximal distal. C'est uniquement pour les membres, donc pour celui-là. Et c'est pareil pour le moment inférieur. Donc, l'os coxal, c'est lui, par rapport au tibia, est plus proximal. Ok?
Par contre, si on dit le tibia, si on dit les squelettes du pied par rapport au tibia, c'est plus distal. Voilà. Bon, ça, du coup, vous avez compris distal, latéral, médial. Vous avez des questions ou pas sur ça? Non, non. Ok, très bien. Si je dis les dents par rapport au sternum, c'est comment? Crânien. Cranial, très bien. Le thorax par rapport à l'humérus. En dedans. Euh, Un, en deux, un. dedans. Bien. Le radius par rapport à la scapula. Le radius par rapport à l'ulna, pardon. C'est Euh, c'est plus latéral. en dehors. Latéral en dehors, les deux, c'est vrai, c'est ça. L'os coxal par rapport à la fibula. Cranial. Cranial. Euh, Ah os non, coxal, c'est ça? proximal. C'est ça. Os coxal. Et là, la fibula, c'est cet os là collé au tibia. Ouais. Donc, c'est proximal. Ah, ok. Mais dans des membres, on parle de proximal. Si on parle de la phalange distale par rapport à la scapula, par exemple. Distal. Voilà, bon, parfait. Bon, très bien, voilà. Bon, si vous avez des questions, dites-le, mais bon, je pense que vous avez compris. Du coup, on retourne sur le cours. Ok, donc le squelette du bras est représenté par l'humérus, donc là on l'a vu, et celui de l'avant-bras par le radius. Donc le radius en dehors, l'ulna en dedans, ça c'est bon, on a vu. Le squelette de la main comprend de haut en bas, donc haut en bas c'est là jusqu'en bas. Donc on a dit qu'on peut parler soit de haut en bas, soit de proximal à distal, mais pas de crânal à caudal pour le membre. Donc, de haut en bas, 8 du poignet formant le carpe, disposés en deux rangées proximales et distales, les cinq os de la paume de la main formant le métacarpe, les os des doigts, les trois phalanges. Nanana. En gros, dans la main, avec séparé en plusieurs parties. Là, c'est le squelette de la main. Ok. Ici, en haut, c'était le radius. Là, c'est l'ulna. Là, c'était pour l'avant-bras. Ok. Là, ici, c'est la main. La main, on peut la séparer en trois parties. Le carpe. Le carpe, c'est en fait, c'est tout ça, c'est tous ces petits os ici. Il y en a 8. Ok. Après, il faudra les apprendre. Ensuite, donc là, c'est première partie le carpe. Ensuite, c'est ce que c'est ici? Métacarpe. C'est ça. Carpe, métacarpe. Et là, après, Phalange. 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 Très bien. Et pour les pieds, vous savez ce que c'est ou pas? C'est Tarse, trace. métatarse. Métatarse et phalange, enfin les orteils. Bien. Parfait. Donc en fait, on nous explique ça. Là, il y a 8 os. Là, il y en a du coup 5. Et là, on s'en fout, on ne dit pas. Le squelette du mont thoracique est beaucoup plus léger et moins massif que celui du mont pelvien. Bon, ça, c'est logique. Bon, voilà. Ça, c'était pour la petite introduction. Donc, on nous a fait une introduction sur clavicule scapulaire. On a dit que c'était la ceinture scapulaire. La clavicule était en avant, la scapula en arrière. L'humérus, c'était l'os du bras. Et de l'avant-bras, on a radius ulnaire et après squelette de la main. Donc là, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nous détailler sur quelques pages chaque os. OK? Donc là, la clavicule, par exemple. On va essayer peut-être si on arrive, de finir la clavicule. Ou alors, ouais, on va faire la clavicule. Bon, on a vu une première partie déjà, c'est pas mal. Juste, je vais regarder les QCM si on peut en faire maintenant ou pas. Ok, il y a deux QCM sur la clavicule. On va essayer de finir la clavicule et faire le QCM après. Du coup, la clavicule, il s'agit d'un os bilatéral. Donc, os, c'est bon. Bilatéral, ça correspond à quoi? Qui est présent des deux côtés. Exactement. Bi, c'est deux. Et latéral, on a dit que c'était vers l'extérieur, donc les côtés. Donc ça, donc il y a les deux côtés. Donc allongée, bah, c'est la forme de la clavicule, on voit bien qu'elle est allongée. Là, elle n'est pas verticale, donc elle est plus horizontale, donc allongée. Située en regard de la partie antéro-supérieure du squelette thoracique. Ça aussi. Antérieure et postérieure. Vous savez ce que c'est? Ah ouais, C'est en c'est. avant, en arrière. C'est ça. Quand on nous parle d'antérieur, c'est ce qu'il y a en avant et postérieur, c'est en arrière. Ça, vous pouvez le marquer aussi. Pour antérieur, on peut soit parler de en avant, soit on parler de ventral. Donc ventral, c'est le ventre. Donc le ventre, il est en avant. Pour parler de postérieur, soit on peut dire en arrière, soit on peut parler de dorsal. Donc au niveau du dos.
Bon, on va passer ça. Bon, en gros, la clavicule, elle est en haut et devant du corps. Bon, on comprend bien ça. Elle est supérieure, ici, et en avant. La clavicule, elle n'est pas dans le dos, par exemple. Alors que la scapula, on verra qu'elle est quand même en haut, mais elle, elle est postérieure, la scapula. La clavicule, c'est un arc-boutant. Donc, arc-boutant, c'est juste bah, la forme de la clavicule. Voilà, il y a rien à comprendre sur ça. Tendu entre le manubrium sternal en dedans et la scapula en arrière. La clavicule est dirigée obliquement en haut, en dehors et en arrière. Donc là, en fait, la clavicule, on voit qu'elle a ses deux extrémités, elle a articulé. Ici, sur l'autre schéma, on a vu. Attendez, je vous le dessine comme ça. Non, c'est moche. Hop. Ça, en fait, ça correspond au sternum. OK? Dans le sternum, il y a plusieurs parties. Bon, je vais vous le montrer directement, c'est plus simple. Vous connaissez les différentes parties du sternum? Il y en a trois. Oui, C'est quoi ici? manubrium sternal, Ouais, là, sternum, enfin le corps du sternum, là, ici. et processus xiphoïde. Exactement. Donc, tout ça, on nous parle du sternum. Il y a trois parties, du coup, comme elle vient de le dire très bien. La clavicule, on voit qu'elle est comme ça, et elle vient en fait s'articuler avec le sternum en général. Mais en fait, pour être plus précis, elle s'articule avec la partie supérieure, donc crâniale, du sternum, qui s'appelle du coup le manubrium sternal. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que la clavicule s'articule en avant du coup avec le manubrium sternal et du coup en arrière parce qu'elle va vers l'arrière avec la scapula. Ok? Ouais. Ensuite- Juste, j'ai une question. Ouais, Le Madibrium sternum, il est plus crânial ou plus proximal? plus crânial. Parce que là on n'est pas dans les membres. Proximal en fait, tu parles de proximal uniquement, Dans le membre thoracique, membre pelvien? uniquement là, Ah, ok, ok. là et tout ça en fait. Sinon tu parles de crânial et caudal. Après, Ok, d'accord. parfois, ça c'est pour expliquer, mais si, quand des fois par exemple, je crois pas qu'on va dire. Bon, peut-être on va le dire. C'est que le Manuel sternal il est plus crânial que le corps, par exemple. Ça, c'est pour toi, c'est pour comprendre, parce qu'en fait, il y aura tellement d'exemples, mais des fois, c'est pas écrit. Si dans le cours, on te dit pas que le Manuel sternal il est plus crânial que le corps, même si c'est logique, ça tombera pas. Ok? Ok. Si il est plus haut, c'est le plus haut qui va tomber. Sauf que des fois, on va te dire plus haut ou plus crânial, mais c'est l'un des deux. Donc voilà. Euh, ou pas? Ouais. Mince. Ok. Voilà, c'est du coup, c'était le petit sternum que j'ai représenté. Du coup, la clavicule, elle est articulée avec le manubrium sternal en avant et en arrière avec la scapula. La clavicule est dirigée obliquement en haut, en dehors et en arrière. Ça, c'est un peu compliqué. Pour l'ostéologie, donc c'est-à-dire pour les os, pour le membre thoracique et le membre pelvien, il y aura pas mal de directions comme ça. Aussi. Ça, on le verra plus tard, ok? Donc, c'est mieux de l'expliquer en présentiel avec des applications et même pour vous montrer. Là, c'est un peu compliqué de vous expliquer, donc ça, on le verra plus tard. Son absence congénitale, c'est-à-dire quoi, l'absence congénitale? C'est absence à la naissance. Donc, en fait, donc l'absence dès la naissance. Là, par exemple, quand vous faites le cours, vous vous posez la question c'est quoi congénital, vous faites une petite recherche, vous envoyez au tuteur une question. Dès que vous savez ce que c'est congénital, vous marquez flèche, hop, naissance. Et au moment, quand vous allez le voir une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, vous ne vous posez pas à chaque fois la question. OK? Au moins, c'est déjà marqué, vous passez plus de temps dessus. Donc, son absence à la naissance, qui est rare, ou son raccourcissement, c'est qu'il y ait une fracture entraînant une chute en avant de la région de l'épaule. Donc en fait, on nous dit qu'à la naissance, il y en a qui n'ont pas de clavicule. C'est assez rare. Mais sinon, on peut se la fracturer. Il y en a beaucoup qui se fracturent la clavicule. Donc en fait, ils se la cassent. Et si on casse la clavicule, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une chute en avant de la région de l'épaule. Donc en fait, si on se casse la clavicule, l'épaule va passer en avant. OK? Elle est contournée en S italique. Elle, on nous parle toujours de la clavicule. En S italique, en fait, on le voit bien. On voit qu'ici, ça forme un petit S, la clavicule. OK? Donc en fait, c'est ça le S italique. Elle présente une courbure médiale convexe en avant et une courbure latérale concave en avant. Concave et convexe, vous savez ce que c'est?
Je crois que vous l'avez vu en Oui. maths, mais je crois que c'est l'inverse de ce que vous avez vu en maths. Si je vous fais ça, par exemple, Convexe. ça dépend de d'où on parle. Hop, si là, je me mets là, je regarde ici. Convexe en Là, c'est avant. convexe, du coup. Ah Là, voilà, bon, là, très bien. c'est convexe. Convexe. Et si je regarde ici, Et concave. ok, Con- parfait. Concave en arrière. Donc, ouais. Si là, c'est avant, hop, c'est convexe en avant et concave en arrière. De toute façon, tout ce qui est, enfin, la plupart du temps, tout ce qui est concave d'un côté et convexe de l'autre, ok? Après, on peut avoir des trucs comme ça. En fait, c'est droit, donc du coup, Waouh, c'est plein. si là, ça se ferme, c'est convexe d'un côté et c'est pas concave de l'autre. Mais en général, c'est comme ça, ok? Donc là, une courbure médiale. Donc là, il y a pas mal d'informations. Oui, pardon. Ok. Courbure médiale convexe en avant et courbure latérale concave en avant. Donc là, on a du médial, on a du latéral, on a en avant, bon, on a deux en avant et on a concave et convexe. Donc du coup, là, pour le voir, ça sert à rien de l'apprendre par cœur. Vous regardez du coup une planche de la clavicule. Donc là, on a une belle planche de la clavicule. On se met là et on relie du coup le... ce qu'on nous dit. Donc, elle est contenue en S italique. Là, c'est bon. Elle présente une courbure médiale. Donc déjà, médiale, c'est où médiale? Bon, je vous le dis, là, en fait, il y a le sternum qui va s'articuler. Et là, on va avoir la scapula. Donc, du coup, ici, c'est le sternum qui s'articule. Là, on est en médial ou en latéral? Médial. Très bien. Donc là, on va marquer, hop, M. Et là, L. Donc la médiale, ici latérale. Donc elle présente une courbure médiale. Donc déjà, on sait qu'on... Là, en fait, il y a deux courbures. Il y en a une comme ça et une comme ça. OK? Donc une courbure médiale, c'est là, une courbure latérale. Donc la courbure médiale, qu'est-ce qu'on dit dessus? Elle est convexe en avant. Donc en fait, si on regarde en avant, on voit qu'en fait, elle est convexe ici. OK? Bon, c'est pas flagrant comme ça, mais c'est léger. De toute façon, vous allez voir que c'est jamais flagrant comme ça, convexe. Ça peut être limite que des trucs comme ça, mais là, on peut parler de convexe et concave. OK? Donc là, cette partie-là, en avant, elle est convexe. Et après, et une courbure latérale. Donc la courbure latérale, c'est celle-là. Celle-là, si on se met en avant, elle est comment? Concave. Concave, Grave. Et si on se met en arrière de la courbure latérale, Convexe. convexe. c'est ça. Là, du coup, bon, soit l'un, soit l'autre, on nous dit. Et une courbure latérale concave en avant. Très bien. Donc là, du coup, on peut nous dire la clavicule est en forme de S italique à deux courbures. Donc une courbure médiale et une courbure latérale. Médiale, pourquoi? Parce que c'est plus proche du sternum. Et ici, on va voir que c'est la scapula. L'acromion. Ouais, c'est C'est la ça, combien, exactement. non? Et l'acromion, c'est la scapula. Ah, ok. Mais là, vous pouvez le voir 6 sternal. Bon, après, on ne le dit pas, mais c'est l'acromion, c'est scapula. Donc, courbure médiale, si on se met en avant, c'est convexe. Si on se met en arrière, c'est concave. OK? Là, pareil, latéral, si on se met en avant, c'est concave. Si on se met en arrière, c'est convexe. Normalement, au concours, on va vous mettre ça directement. On va faire un petit piège dessus, mais c'est ça. Par contre, en écurie, les tuteurs ils peuvent vous poser toutes les questions possibles et inimaginables dessus. On peut vous commencer par la courbure latérale et concave en arrière et convexe en avant, par exemple. Ah, c'est faux. C'est faux. Voilà. Bon, il y a une tonne de possibilités à faire, donc faites attention. Mais le top, c'est qu'une fois que vous avez ce schéma en tête, vous avez juste à par exemple, vous le redessinez. Hop, là, il y a la question, vous faites ça sur votre schéma. Vous savez que là, c'est médial, là, c'est latéral. Ou alors, vous essayez de la sentir sur vous. Et après, en fait, vous pouvez plus vous piéger. Enfin, vous tromper, pardon. Ok. Donc, ça, on a fini. Elle est sous-cutanée. C'est quoi sous-cutanée? On peut la sentir sous la peau. Ça, exactement. Donc, en fait, elle est palpable. La clavicule constitue un repère anatomo-clinique facile à apprécier. Sa fracture est très fréquente. C'est-à-dire qu'en fait, la clavicule, on peut la sentir facilement et la fracture est très fréquente. Donc, lors des chocs, surtout sur l'épaule ou en avant de l'épaule, on peut se péter la clavicule. Pour la forme d'un os. Ah, attends. J'ai pas compris concave, convexe. Déjà quoi? En regard. Où c'est qu'il y avait ça? En regard, attends. En regard, c'est un peu la direction. Je sais pas où c'est que... En bouton.
C'est au tout début. Il saisit d'un os bilatéral allongé situé en regard. Non, non, là, au Ah, début de la pardon. clavicule. Os bilatéral allongé, si tu en regardes la partie. En fait, tu peux l'enlever en regard, ça t'embête. Hop. Situé. En regard, c'est déjà au niveau en fait. Donc il s'agit d'un os bilatéral allongé situé au niveau de la partie antéro-supérieure, tu vois. C'est juste ça. Des fois, en fait, ils utilisent des termes trop compliqués pour des choses simples. Donc, bon, une fois que vous le savez, c'est bon, vous pouvez vous le noter à côté. Une fois que c'est trop compliqué, vous avez juste à le barrer, vous notez votre signification à vous et c'est bon. J'ai pas compris concave convexe. Est-ce que tu as compris une fois que j'ai expliqué ou pas? Ou alors je le réexplique. Convexe fait bosse, concave un creux pour la forme d'un os. Ouais, voilà, très bien. Oui, oui, merci, c'est bon. Ok, top. Voilà, c'est ça. Là, par exemple, ici, c'est une bosse. En fait, le truc, c'est que là, c'est une bosse et là, c'est un creux. Donc, en fait, c'est concave, convexe. Ça dépend d'où on regarde. Comme là, tout à l'heure, quand j'ai fait le dessin, vous m'avez dit convexe, c'est vrai, mais j'avais pas encore mis la flèche. Si je regarde ici, c'est convexe. Et bon, si je regarde là, c'est concave. Pareil pour l'os. Là, c'est convexe ici. Sauf que là, ça fait un creux. Là, c'est concave. Donc, ça dépend d'où on regarde. Vous avez d'autres questions? Alors, on va essayer de vite finir la clavicule. Au moins, on fait les deux questions et après, on a fini. Le corps. Donc, du coup, le corps de la clavicule, c'est ce qu'on a ici à l'intérieur, enfin au milieu. Le corps est plus arrondi en dedans, plus aplati de haut en bas en dehors. On le décrit deux faces supérieures et inférieures, deux bords antérieur et postérieur. Donc, antérieur et postérieur, c'est devant derrière. Donc, la clavicule a deux bords, un devant, un derrière, et deux faces. Là, sur le schéma, regardez, il y a marqué vue supérieure, donc on voit vers le haut, et en bas, vue inférieure. Donc, c'est pas les mêmes. Du coup, en vue supérieure, on voit qu'en fait, on voit certaines choses de la clavicule et en vue inférieure, il y en a d'autres. Donc, vous faites attention. Ce que je vous conseille, c'est qu'avant de lire chaque schéma, vous regardez le titre de quel os on parle et après, la, la petite signification en bas. Si c'est une vue supérieure, une vue inférieure, on va avoir aussi des vues de côté, donc latérale, médiale. Donc, voilà. Donc, regardez bien la vue. Donc, ça, c'est vue supérieure, vue inférieure. Donc, ça, c'est pour les deux faces. La face sup, face inf. La face supérieure est lisse dans presque toute son étendue. Là, on voit bien que là, on est en face supérieure. On voit bien qu'en fait, c'est plutôt lisse. Il y a, à part ces petits trucs, mais il y a rien dessus. Alors que là, la face inférieure, on va avoir pas mal de choses. La face inférieure présente dans sa partie moyenne une gouttière allongée selon le grand axe de l'os, la gouttière du muscle clavier dans lequel s'insère ce muscle. Donc, c'est un peu compliqué, mais en fait, on nous parle de ça. On nous parle du numéro 6. OK? Là, numéro 6, on voit que c'est ça. On regarde la signification. Numéro 6, gouttière du muscle subclavier. En fait, ça, ici, les deux lignes qu'on a, c'est sur la face inférieure de la clavicule, c'est une gouttière. Une gouttière, c'est un peu comme le. C'est un creux, en fait. C'est un creux qui fait tout ça. C'est comme un petit tuyau qu'on découpe, là. Dans ce creux, en fait, dites-vous qu'en anat, il n'y a pas des creux ou des bosses pour rien. S'il y a un creux, en fait, c'est quelque chose qui va venir dedans, donc soit des nerfs, soit des muscles. Là, en l'occurrence, dans ce creux, on va avoir le muscle subclavier qui va venir dessus. Et comment elle s'appelle sa gouttière? Cette gouttière, elle s'appelle la gouttière du muscle subclavier. Voilà. Donc c'est logique. Cette partie est en rapport avec l'artère, la veine subclavière et le plexus brachial. Donc l'artère et veine, c'est des vaisseaux. Le plexus brachial, c'est les nerfs. Ok. Donc en fait, dans cette partie-là, on va avoir le muscle subclavier qui va venir dans la gouttière. Et à côté, en fait, on va avoir des artères et des veines qui vont passer, ainsi que le plexus brachial. Le plexus brachial, c'est plein de nerfs au niveau de la région de l'épaule, si vous voulez. Les vaisseaux subclaviens et le plexus brachial peuvent être blessés lors d'une fracture ou comprimés par le cal. Là, on parle de vaisseaux. Ce qu'il faut J'ai savoir. une Ouais. question. C'est quoi la différence entre plexus et sternum? Plexus et sternum, Ouais. c'est différent. Le plexus brachial, plexus, c'est nerf en fait. C'est des nerfs. Un plexus, Ah, ok, c'est par rapport. un- c'est plein de nerfs mélangés. Et le sternum, c'est l'os qu'on avait vu ici. Ok, ok. Donc, ok, donc là, on a vu du coup qu'il y a des nerfs, le plexus et des artères et des veines qui vont venir. Si on se casse la clavicule, si on se fait une fracture de la clavicule, ben, en fait, la clavicule elle va tomber et du coup, elle va venir comprimer tout ça. Donc voilà, ça peut être dangereux. À l'extrémité latérale, tout à l'heure, on a dit que c'était là. De cette face se trouve en arrière le tubercule conoïde et en avant les bandes de rugosité, la ligne trapézoïde. Là, on était sur la face supérieure. Ok?
là c'était latéral. Mais là, vu qu'on est sur la face inférieure, ici ça devient latéral et ici médial. Donc ça, par exemple, vous pouvez le mettre pour vous aider. Ici, bon, en fait, là, on décrit le schéma. En latéral, on va avoir le tubercule conoïde en 7 et en 8 la ligne trapézoïde. Ok. Bon, là, il n'y a rien à comprendre, c'est des trucs à apprendre par cœur. Aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en anatomie, les planches, en fait, donc ça, c'est une planche. Les planches, c'est à apprendre par cœur. Là, il y a pas de compréhension pour savoir que ça, c'est une clavicule. Pareil, pour savoir que ça, c'est le. euh, Quoi que ici, par exemple, c'est le tubercule conoïde et ici la ligne trapézoïde, il n'y a pas de compréhension, c'est pas logique en fait. Pareil là, de savoir que c'est la gauchère du muscle clavier, faut apprendre. Par contre, après, la compréhension de l'anatomie, c'est le texte. Donc, plus arrondi en dedans, tout ça, mais en fait, on comprend par rapport à l'os. Pareil, quand on nous dit en dehors, en dedans, tout ça, ça, on peut comprendre. Donc, si vous voulez, le texte, faut comprendre à fond, et les schémas, faut apprendre par cœur. Donc, avant de faire le texte, vaut mieux, ou en même temps, mais apprendre bien les schémas, et ensuite, vous pouvez comprendre le texte. Le bord antérieur et postérieur sont épais. Ensuite, l'extrémité sternale. Donc, l'extrémité sternale, c'est l'extrémité médiale au niveau du sternum. Et l'extrémité acromiale, on a dit que c'était au niveau de la scapula, c'est l'extrémité latérale. J'ai pas trop compris, latérale et médiale. Latérale et médiale, c'est ce qu'on avait dit sur. Je te remets chez mes notes là, peut-être ça peut t'aider. Attends, c'est là. Hop. On a le squelette. Ouais, pardon. Ok. Si je découpe en deux, ici. Attends, je vais lever ça. Ouais, on voit rien. Ok. En fait, que tu te cales au niveau de l'axe du corps, tout ce qu'il y a au niveau de l'axe, c'est ce qu'il y a de plus médial. Ok? Médial, c'est comme en dedans et latéral, c'est comme en dehors. Donc, tout ce qu'il y a de plus là au niveau de l'axe, c'est ce qu'il y a en dedans. Et après, en dehors, bah, c'est ce qu'il y a en dehors du corps, en fait. Donc, par exemple, le sternum, donc c'est ça, il est médial par rapport à la clavicule. Tu vois que la clavicule a fait tout ça, elle est plus vers là, alors que le sternum, lui, il est plus en dedans. Ok? Donc, le sternum est plus médial à la clavicule. En fait, médial, c'est comme en dedans et latéral, c'est comme en dehors. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Dis-moi si tu as compris, sinon je te réexplique d'une autre manière. Hop. Donc, l'extrémité latérale, pardon, sternale, c'est la médiale. Elle est volumineuse, porte à la surface articulaire sternale. Là, on a vu qu'ici, bah, en fait, c'est la clavicule, elle vient au niveau du sternum. Donc, du coup, on appelle la surface articulaire sternale. Destinée à s'articuler avec l'incisure claviculaire du manubrium sternal à la face supérieure du premier cartilage costal. Bon, ça, en fait, ça, on le comprend mieux après à l'omoplate. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que on a une partie qui vient s'articuler avec le sternum. Et après, par contre, du coup, le sternum aussi, le sternum qui est là, il va avoir une partie du sternum qui va venir s'articuler avec la clavicule. OK? Donc, la partie de la clavicule qui s'articule avec le sternum, c'est la surface articulaire sternale. Et par contre, la partie du sternum qui s'articule avec la clavicule, c'est l'incisure, ou facette, c'est exactement pareil. Claviculaire, c'est ça, du manubrium sternal. Ensuite, l'extrémité acromiale, donc c'est la latérale, c'est celle-là, donc c'est au niveau de la scapula. Elle est aplatie de haut en bas, là on le voit bien. On voit bien qu'en fait ici, l'extrémité sternale, elle est ronde un peu. Là, elle est ronde. Et l'extrémité acromiale, elle est vraiment aplatie. On le voit bien sur ce schéma, ok? Donc, c'est pour ça qu'ici on avait dit volumineuse, parce que c'est plus rond, et là, acromiale, plus aplatie. Elle présente une face articulaire taillée en biseau, au dépend de la face inférieure, s'articule avec l'acromion sur laquelle elle repose. Taillé en biseau, c'est juste la forme de cette forme-là. Donc voilà, il n'y a rien à comprendre sur ça. Donc retenez, ici, l'extrémité sternale, c'est médial, c'est volumineux, c'est rond. Et l'extrémité latérale, c'est au niveau de l'acromion, c'est aplati de haut en bas et c'est taillé en biseau. Voilà. Moi, j'ai un peu accéléré sur la fin. Au moins, on peut faire directement les QCM sur la clavicule et après, je vous laisse. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Déjà. Juste, c'est quoi le cal? Il y a marqué en haut. Euh, le cal, en fait, c'est quand tu te casses la clavicule, tu vas avoir un cal osseux qui va venir se faire. C'est en fait une cicatrice, si tu veux, une cicatrice de l'os. Et en fait, ça peut venir comprimer euh, les vaisseaux et le plexus brachial qu'on avait vu.
Ok, Ouais, très merci. bien. Ok. Ok, donc ce que je vous ai fait là, je vous ai fait 10 QCM, on peut pas tous les faire, du coup on n'a pas tout vu. Donc QCM d'entraînement UE5 terminal. Hein? Je lui ressemble? Là, je lui ressemble. C'est bon. Clavicule. Ok, donc UCM 1, 2, je vous ai mis sur la clavicule. Donc là, bon, je peux vous mettre ou vous enlever le schéma, ça dépend. Là, je vous ai mis pour vous aider. Euh, Ensuite, deux autres QCM sur l'humérus. Donc, ils sont très simples quand même, hein. Donc, c'est pour le début. Ensuite, là, c'est la scapula. Deux QCM sur la scapula. Ensuite, deux QCM sur l'ulna. Là, je vous ai mis un petit schéma de l'ulna. Pareil, un sur le radius et un sur la main. Et après, il y a la correction. OK? Ça, je vous l'enverrai aussi. Donc, QCM niveau 1, je vous laisse un peu de temps pour le faire. Juste, des fois, là, en fait, ça, c'est vraiment un schéma pour vous aider à visualiser. Mais on peut très bien vous poser la question. Par exemple, le 4 correspond au bord antérieur. Le 5 correspond au bord postérieur, vrai ou faux. Le 6 correspond à l'extrémité sternale, vrai ou faux, ou l'extrémité acromiale. Là, en fait, j'ai pas fait ça. Là, c'est juste, je vous montre que c'est la clavicule, et là, c'est des questions. Donc, bon, ça, vous allez le voir en faisant d'autres QCM. Juste, j'ai une question. Quand ils nous posent des questions sur la planche, Hmm. est-ce qu'ils nous disent où on est par rapport au squelette? Où ils nous Non, laissent? non, c'est ça, en fait, que tu vas avoir. C'est un truc comme ça. Ah, C'est, j'aurais que ça. ouais, tu vas pas savoir que c'est ni la clavicule droite, ni la clavicule gauche. En fait, il n'y a rien dessus. Donc, Ok, ça va, merci. pareil, là, tu auras que ça. En fait, mais en fait, à force de faire les. Ouais, ouais, tu te repères. Ok, ça, je Ouais, comprends. Ça, merci. ouais. Allez, les EQCM 1, essayez de le faire. Yes. Ok, on peut corriger. La clavicule est un os impair situé sur la ligne médiane. C'est faux. Très bien. Pourquoi c'est faux? Est-ce que c'est pair? Père. Parce que c'est bilatéral. Parfait. Donc, très bien. Juste quand vous avez pareil, un QCM, la clavicule est un os impair. Donc, déjà, premier piège qu'on peut avoir, là, c'est faux. Donc, en vrai, pas besoin de continuer. Mais deuxième signification de pourquoi c'est faux, situé sur la ligne médiane. Là aussi, c'est faux. OK? B, elle est Pourquoi c'est composée. faux? Comment? Sur la ligne médiane, c'est quoi l'erreur? La ligne médiane, c'est, on a dit que c'était au milieu. Ouais, je vais te remettre le schéma. Là, c'est Oui, oui, j'ai latéral. C'est pas compris, mais. au milieu. Ah, Ah, ok, ah non, il ok, n'y a pas c'est de bon, ligne c'est bon. latérale, non, il n'y a rien en fait, c'est juste faux, c'est n'importe quoi. Ah, ok, OK? ok, ça. Elle est contournée en S italique. Ah, c'est Vrai, vrai, c'est vrai. Oui, elle relie le manubrium sternal à la scapula. Ouais, vrai. Oui, la scapula, j'aurais pu mettre à la place quoi? omoplate. Omoplate. Ouais, ou À la- l'acromie. l'acromion, c'est une partie de la scapula. Mais voilà, je pouvais tout mettre. Elle est située profondément, difficilement palpable. Faux. Oh, Faux. c'est l'inverse, elle est palpable. Ça, donc, Et elle est Cutanée. comment? Elle est sous-cutanée, c'est ça, elle est palpable. Donc elle est située du coup. Bon, c'est bon. Sa fracture est rare. Faux. faux. C'est faux. Voilà, c'est superficiel en fait, pas profond. La 2 on peut la faire aussi. Allez, je vous Excusez-moi, le- j'ai une question. Ouais, Quand on dit elle est contournée, c'est un peu comme on dit elle est en forme de. c'est ça. Ouais, elle a un cornet, c'est un forme, exactement. Ok. Ce que je vous conseille, là, vu que c'est le début, faites-vous une fiche de vocabulaire d'anatomie. Donc tous les en dedans, en dehors, médial, latéral, proximal, caudal, ça, vous faites quelque chose. Enfin, vous mettez les significations. Là, pareil, si ça vous gêne, contourner, vous marquez égal en forme 2. Tout à l'heure aussi, je sais plus c'était quoi dans le cours, c'était en regard. Bah, vous marquez ça, c'est haut niveau, voilà. Au moins, en fait, vous allez voir ça dans quasiment tous les cours. Donc au moins, les prochains cours, bah, il n'y aura pas de souci sur ça.
Ils en corrigent. La face supérieure de la clavicule est lisse. Vrai. Vrai. Ouais. Ouais, c'est bon pour tout le monde, ça? On avait vu que la face supérieure, il n'y avait rien dessus. Enfin, pas grand-chose, alors que la face inférieure, là, il y avait les gouttières et tout ça. Ah bah moi, j'ai la réponse. Mm. La face inférieure porte la gouttière du muscle clavier. Ouais. Ouais. Vrai. Très bien. Donc là, le piège, on aurait pu mettre face supérieure ou inférieure. Là, on aurait pu mettre un autre muscle ou n'importe quoi d'autre, nerf ou quoi. Ok. L'extrémité sternale s'articule avec l'acromion. Faux. 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 S'articule avec quoi? Sternum. Le sternum. Et quoi précisément? Le Ah, manubrium Morbidum. sternel. très bien. Ok. Et si j'avais voulu faire juste sur s'articuler avec l'acromion, j'aurais dû mettre quoi au début? Extrémité Médial. acromiale. Acromial, Et l'extrémité acromiale. ouais, s'articule avec l'acromion, c'est ça. Et l'extrémité sternale, c'est en médial ou en latéral? C'est en C'est médial. C'est ça. en- L'extrémité acromiale. acromiale, c'est latéral. Très bien. Ok. L'extrémité acromiale est aplatie de haut en bas. Vrai. Ouais. Vrai. Donc ça, on l'avait vu. Le PS aurait pu mettre de bas en haut, c'est exactement pareil, ok? Mais de droite à gauche, par exemple. Elle est aplatie vraiment horizontalement, donc de haut en bas. Et pas de droite à gauche, parce que ça, du coup, ça fait quelque chose de vertical. Le tubercule conoïde est situé sur la face supérieure. Vrai. Non, ça, c'est faux. C'est Faux. faux, c'est faux. Parce que c'est lisse. Ça, on avait la face supérieure, c'était lisse. Et face C'est quoi inférieure, on le avait plus de choses. tubercule? Oui. Déjà. Attends. Je sais pas si on l'a vu ça ou. Ouais, regarde. Là, la face supérieure, c'est ça, ok? Donc en fait, on voit qu'il n'y a rien dessus, c'est lisse. Ah oui, Et c'est lui. face inférieure, on a dit qu'il y avait ici la gouttière, ici Oui. le tubercule conoïde, regarde, 7, il est là, tubercule conoïde, Ah, d'accord, ok. et 8, ligne trapézoïde, ok? Ça marche, merci. Voilà. Ok, bon, on a fini. Après, vous n'avez pas vu le l'humérus, non? Ah, là, ça, on peut. Ça, là, ah, vous pouvez la répondre. L'humérus, c'est l'os unique du bras. Vrai. Très bien. Et il y a quoi comme os dans l'avant-bras? Radius et une. Radius et une A. Parfait. Ok, très bien. On est bon. Je vais vous envoyer du coup la suite des QCM que vous allez pouvoir répondre. Après aussi, là, j'ai pas fait sous cette forme, mais en anatomie, en fait, soit on vous met les QCM un peu comme je vous ai dit, bon là, c'était facile. On vous met pas les schémas, donc vous pouvez pas vous repérer. Sinon, si ce qu'on peut faire, c'est par exemple pour, ouais, vous voyez là, ouais. On vous met la face inférieure, donc en fait, on vous met uniquement ça, ok? Donc on voit pas, on voit rien d'autre. On voit pas ici c'est la clavicule droite, ni une face inférieure, ni que bah, l'os correspondant. On vous met ça, et on vous met par exemple le numéro 7 correspond au tubercule conoïde. Ok, là c'est vrai. Ou alors on peut vous mettre le numéro 7 correspond à la ligne trapézoïde. Ou alors le numéro 7 est plus médial que le numéro 8, c'est vrai ou faux ça? C'est Vrai. c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Parce que le numéro 7 est plus proche d'ici. Ici, c'est l'extrémité sternale. L'extrémité sternale est plus médiale que l'extrémité latérale. On aurait pu mettre aussi la 6 correspond à la gouttière du muscle clavier. Voilà, ça c'est vrai. Mais sinon, en fait, ils peuvent aussi ne pas faire, pas être aussi simple que ça. Ils peuvent mettre, par exemple, dans le numéro 6 passe des artères, des veines et le plexus brachial, par exemple. En fait, ils parlent du numéro 6 sans dire ce que c'est le numéro 6. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, dans le numéro 6 se loge le muscle subclavier, par exemple. OK? Donc, soit c'est sous cette forme avec des schémas, soit c'est sans schéma. Bon, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple avec les schémas, une fois que vous allez les apprendre tout ça, mais il peut y avoir aussi des, euh, des questions sans schéma. Il y a, je crois que c'était il y a 4 ans, ou il y a 3 4 ans, il n'y a eu aucun schéma. Il y a eu donc que des. Ça, c'est beaucoup plus dur, du coup, que du texte. Et alors qu'avant, il y avait en général en anatomie, il y a 20 questions. Enfin, non, c'est toujours ça, il y a 20 questions. Et avant, il y avait 12 questions avec des schémas, donc plutôt simples comme ça, et 8 questions sans schéma. Et il y a une année, en fait, il y a eu que du texte sans schéma. Et après, là, petit à petit, ils commencent à remettre des schémas. Donc, c'est pour ça que les schémas, il faut vraiment les connaître par cœur. Là, pareil. Il y a des schémas qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Là, la clavicule, c'est assez simple. Parce que bah, là, en fait, là, bon, en haut, il n'y a rien. Juste ce qui est compliqué, ça va être les bords. Bord antérieur, bord postérieur. Mais après aussi, c'est que là, par exemple, il y a deux parties de la clavicule, c'est qu'en fait, c'est la même chose. Il y a juste là les trois choses qui changent, la gouttière, le tubercule et la ligne trapézoïde. Mais après, là, extrémité sternale, une fois que vous l'avez appris, bah, ici, bah, c'est bon pour ici. Pareil acromial. Après, vous allez voir notre autre schéma.
Ici, en fait, ça, c'est la scapula, donc l'omoplate. Il y a plein de choses à apprendre. Mais en fait, on les retrouve ici, en fait. Ici, tous ceux qui sont au pourtour, là, hop, bon, on les voit, on les retrouve là aussi, en fait. Donc, en vrai, il y a beaucoup de schémas, mais beaucoup, ils se répètent. Il y a juste ça, par exemple, ça, c'est la face antérieure, donc la face de devant de la scapula. On va avoir ici toute cette partie-là que c'est en plus, il faut apprendre. Cette partie-là, sur la face postérieure, c'est en plus. Là, on voit qu'il y a une épine qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Mais sinon, tout ce qui est autour, bah, c'est la même chose, en fait. Donc, c'est ça. Là, par exemple, l'humérus, là, par exemple, vous allez apprendre ça. Là, l'humérus de la face postérieure, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Donc, en fait, là, pareil, c'est d'autres coupes de l'humérus, sauf qu'en fait, vous avez déjà vu. Juste, ils ont zoomé à différents endroits. Et voilà. Là, pareil pour bon, bref, en vrai, c'est pareil pour tous les os. Mais voilà. Bon, je vous envoie tous les QCM, plus le, le document avec toutes les planches. Essayez de finir le thoracique et on voit si vous avez réussi, du coup, les QCM. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça, merci. Ok. Bon, très bien. Bon courage et peut-être on se retrouve semaine prochaine pour un autre cours. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer, hein. Allez, ouais. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Rien.